Et aujourd'hui, on fait gagner le maillot de l'international français Charles Cahudi, l'Asvel. Parce que ce soir, c'est Dijon. Il est Asvel. signé Mais bien sûr. Il est dédicacé. J'aurais pu faire la blague, mais c'est bien lui qui l'a fait. Bon, ça c'est bien, c'est parfait. Ah, Julien Aliane, comment ça va Julien? Bon, ravi de vous accueillir. Je vous ai coupé ou pas sur le site? J'ai un doute là. Non, le compte Twitter. Le compte Twitter. Non, parce que j'ai un coup, je crois que j'ai basculé, mais bon, bah, tout va bien. Bon, si tout le monde connaît, c'est la fête. C'est super. Karim Nedjari, ça va Karim? Ça va. Ravi de vous accueillir. Et Johan Rioux, ça va Johan? Je suis très heureux pour vous parce qu'à partir de lundi, je me réveillerai avec vous. C'est à partir de voilà, vous passez de la radio à la télé, lundi matin sur W9, une chaîne amie. C'est très On se réveillera avec votre émission. Est-ce que ça continue quand même sur RTL2? Bon, on va se recentrer sur l'équipe et sur la chaîne. Il a une promotion. Non, mais je peux pas tenir Johan Rioux. Regardez ce qui vous attend ce soir. Un truc. C'est le sommaire. C'est incroyable. Alors, le sommaire. Florian Thauvin, il était en une de l'équipe. Bon, on va se poser la question, est-ce qu'il doit partir ou rester à un an de la fin de son contrat? Voilà, tout simplement. C'est un événement pour le meilleur joueur marseillais, sans doute. Jean-Michel Aulas qui nous dit que les transferts, finalement, dans l'air du temps, de Depay, de Aouar, de Dembélé, ne se feront sans doute pas. Manque de temps. Est-ce que c'est un coup de bluff du président lyonnais? Et puis, regardez bien, Icardi taillé pour Paris parce que Icardi taillé par Omar Da Fonseca qui considère qu'il n'est juste qu'un buteur et pas assez utile au Paris Saint-Germain. Et puis évidemment les dernières infos mercato. On parlera football, transfert, c'est bientôt la dernière ligne droite. Et vous connaissez évidemment à ce moment-là, je demande à Julien Aliane comment est la tablette Julien au niveau du transfert. J'ose même pas la toucher. Mettez pas vos doigts si c'est chaud. Faites très attention. Faites très attention. Mais vous le savez, l'événement, c'est le retour du basket en clair sur une chaîne de télé. Et cet événement aura lieu chez nous, pour vous, sur la chaîne L'équipe, avec la Jeep Elite qui reprend ce soir du côté du stade du Palais des Sports. Jean-Michel Geoffroy à Dijon pour ce match Dijon-Asvel. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial, celui qui va vous faire vivre cet événement avec d'autres camarades. C'est Messaoud Benterki. Salut Messaoud. J'en fais pas des tonnes parce que c'est vraiment l'événement. Tout le monde aime le basket. On est heureux de retrouver du basket gratuit et en clair. Ah, on est très heureux et le monde du basket et également le championnat de France de basket, plus de 30 ans après, qui renoue avec cette histoire, avec ce fil du clair pour qu'il soit visible par tout le monde. Et nous, on vous emmènera partout dans les coulisses de ce Palais des Sports de Dijon. Il y aura 2000 personnes. Regardez, tout a été bien organisé pour la distanciation, pour que tout se passe. C'est l'une des plus belles ambiances de France et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. La vie dans les salles de basket, c'est aussi le lever de rideau que les footballeurs connaissent également. Eh bien, ce sont les espoirs qui vont jouer. C'est l'Asvel que vous apercevez juste derrière, entraîné, c'est la Tipeee Academy, la Tony Parker Academy, entraînée par Pierre, le petit frère de Tony Parker. C'est face à Dijon, c'est le championnat de France des espoirs. À Dijon, il y a un certain Yacouba Diawara qui est passé dans ce centre de formation pour aller ensuite en NBA. Ils nous attendent, Greg, pour le coup d'envoi. La table de marque, ce sera la même tout à l'heure pour les pros. L'arbitre de la rencontre, on le voit, il est au bout là-bas. On va lui faire signe, Greg. C'est parti. Le lever de rideau peut avoir lieu et on vous retrouve tout à l'heure pour les autres coulisses, Benoît. Ah ouais, donc d'accord, vous êtes devenu le monsieur basket de France. C'est-à-dire que maintenant les gens partent et commencent à jouer quand vous levez le pouce. Là, Messaoud, vous étiez déjà tout là-haut, vous êtes encore plus haut. Vous êtes mon champion. À tout à l'heure, Messaoud, pour le retour du basket en clair sur la chaîne L'équipe avec ce match Dijon-Asvel, le retour de la Jeep Elite. Alors, on va s'intéresser au football avec, pour démarrer l'émission, ce qui s'est passé hier, Julien, la victoire du Bayern Munich dans la Supercoupe d'Europe. Ouais, victoire 2-1 des Munichois face au CVFC. Une victoire dans la douleur, acquise dans la douleur par les Bavarois. L'ouverture du score d'Ocampos, vous allez voir l'égalisation magnifique du Bayern de Goretzka à la suite de cet extérieur de Müller pour la remise de la tête de Lewandowski. El-Nesri était pas loin de redonner l'avantage par 2 fois au FC Séville, mais il a buté sur qui? Sur Manuel Neuer. Et c'est qui? Eh bien, c'est Javi Martinez à la 104e minute qui va donner la victoire aux Bavarois. Regardez ce coup de tête bien gainé, l'international espagnol. Donc 23e victoire consécutive, retenez ce chiffre, pour le Bayern cette saison. Jamais une équipe parmi les 5 grands championnats n'avait réussi une telle série. Le Bayern détrône notamment le Real qui avait enchaîné 22 victoires en 2014 sous les ordres de Carlo Ancelotti. Bon, ce sont des stats impressionnantes. Alors hier, ils ont été bousculés, mais ils ont fini par l'emporter. On vous pose la question, après leur victoire en Ligue des Champions, de manière magistrale pendant tout leur parcours, et cette victoire hier soir, est-ce que le Bayern vous semble parti pour dominer l'Europe durablement? Alors, un an, c'est déjà bien pour Thibaut. Oui, avec Liverpool, à la nuance près quand même, pour Dominique Grimaud. Non, pour Vikash Dorasso. Pas du tout pour Julien Aliane. Oui, comme depuis 40-50 ans, pour Karim Nedjari. Formidable équipe, mais non. Il est gentil, mais quand même derrière, il m'a attaqué. Johan Rioux. Tiens, mais j'ai commencé avec vous, Dom. Vous me dites oui, mais avec Liverpool. Oui, avec Liverpool, parce que oui, effectivement, selon moi, ce sont les 2 blocs machines
les plus rodés, les plus huilés. C'est vrai qu'il y a eu un très bon Séville hier, Oui. le premier quart d'heure. Séville qui n'avait pas fait un match officiel depuis un mois et qui a sauté à la gorge des Munichois et que ça a fait effectivement un quart d'heure très, très équilibré avec une ouverture du score, on l'a vu. Mais pour le reste, le Bayern mérite, me semble-t-il, assez largement sa victoire, avec un Neuer dans son double rôle de gardien libéraux. Et pour reprendre l'ardoise de notre ami Karim, moi la question que je me pose, tu vois, c'est de savoir si c'est pas le meilleur Bayern de l'histoire. Et pourtant... Je tiens à dire que vous nous l'avez dit avant même le début Oui. du Final Night. Voilà. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des Bayern extraordinaires, celui de Gerd Müller, Beckenbauer des années 70, plus proche de nous, les Robben, Ribéry. Mais celui-ci, j'avoue qu'il est vraiment très bluffant. On ne voit pas un point faible à cette équipe. Parenthèse pour dire d'ailleurs que j'ai préféré cette finale à la finale de la Ligue des Champions. Je trouvais que le match était plus spectaculaire, plus équilibré aussi. Parce que, oui, plus Je trouve que vous êtes un peu sévère. non, plus équilibré. Séville, il y a eu vraiment des occasions très nettes, notamment lors de la prolongation. Le PSG, c'est vrai, a fait un peu illusion. Là, Si Neuer a eu mi-temps. 8 ou je sais pas combien, Pardon si Neuer a eu 8 dans l'équipe, c'est qu'il a fait Oui, 3 matchs. oui, il a fait, mais Neuer est bon et est extraordinaire toujours, de toute façon. Donc voilà, c'est mais bon, je mets Liverpool, car je pense quand même que Liverpool, le Liverpool de Klopp, peut vraiment très largement rivaliser avec ce Bayern de Flick. Voilà. Alors, Johan, vous me dites c'est une belle équipe, mais non, comme Dominique, vous ne pensez pas que ça va. Alors si, Dominique, oui, mais à égalité avec Liverpool, mais vous, non. C'est trop tournant en Ligue des Champions, il y a trop de grosses équipes. Et oui, Grégory, surtout, c'est qu'à ce niveau-là, ça se joue vraiment pour 3 fois rien. Quand je prends l'exemple du Real Madrid, qui gagne 3 fois d'affilée la Ligue des Champions, 2016, 2017, 2018, mais notamment, il y a 2 quarts de finale, mais ça se joue à rien contre la Juventus, contre le Bayern Munich. On se rappelle le Bayern Munich, qui est extraordinaire à Bernabeu, sauf que le Bayern Munich doit jouer à 10 la prolongation, puisque Vidal se fait expulser. Le match incroyable de la Juve à Bernabeu, il y a 3-0, après il y a ce penalty à la 95e. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ça se joue à tellement rien, une décision d'arbitrage, une action qui n'aboutit pas, mais pour 3 fois rien. Et je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, vraiment, déjà faire une saison à ce niveau-là, c'est extraordinaire. Coller un 8-2, c'est déjà historique contre Barcelone. C'est-à-dire qu'ils ont déjà marqué l'histoire. Quand tu vois un Kimmich qui peut jouer à 5 postes à la fois, et je pense quand même qu'il y a Alcantara, cette perte, elle est importante. Alcantara, quand même, tu perds. Et il quand est même, parti où il perd. Voilà, en plus, il est parti en Angleterre, Ah oui. à Liverpool. Chez Et Dominique. Mais j'adore cette équipe évidemment parce que c'est un jeu, et Vika, je pense que tu vas être d'accord, où il y a des joueurs, mais c'est incroyable, ils pourraient jouer à d'autres postes, ils pourraient jouer à des postes plus offensifs. Et moi je citerai pour finir Manchester City, parce que je crois qu'à un moment donné ça va payer Guardiola. Pour l'instant il y a eu des errements en Ligue des Champions, mais il y a trop de talent, il y a trop d'esprit collectif, il y a trop de Bruyne, il y a trop de belles choses dans cette équipe. Alors, un palmarès à dévoiler? Celui de la saison dernière pour le Bayern, ils ont tout raflé sur la scène nationale et internationale. Regardez, champion d'Allemagne, 30e titre de champion d'Allemagne, Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions, 6e fois qu'ils gagnent la Ligue des Champions, et c'était la 2e Super Coupe. Mais on voulait aussi vous montrer les cotes du futur vainqueur potentiel de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et qui est le grand favori? C'est le Bayern Munich, suivi de près par, regardez, Johan en parlait il y a 2 secondes, par Manchester City. Et puis Liverpool, vous voyez que le Paris Saint-Germain est en 4e position. Ça fait 40 ou 50 ans qu'ils font partie toujours des favoris de la C1 à l'époque ou de la Ligue des Champions. Karim, c'est ce que vous nous disiez sur votre ardoise. Mais là, il y avait une impression de puissance, comme on a rarement vu chez ce Bayern-là. Oui, mais cette puissance, elle naît en fait d'une histoire et d'un héritage. En fait, ça fait 40 ou 50 ans, ce sont toujours les mêmes personnes. On a commencé par Sepp Maier, Beckenbauer, Rummenigge. Tous ces gens-là ont instauré un esprit, une manière. Je regardais l'équipe d'hier. En fait, quand on voit un PSG qui cherche des joueurs dans un recrutement, on voit qu'ils cherchent des opportunités de marché. Eux, ils cherchent à chaque fois à bien recruter et à un poste bien défini. Et ça fait des années que ça dure. C'est-à-dire que là, C'est-à-dire qu'ils travaillent mieux que les autres? ils regardent mieux que les autres, mais surtout, on a l'impression que chaque fois qu'il y a une expérience qui se transmet. Dès qu'un joueur arrive au Bayern, il devient meilleur. Et là, ils ont été chercher Sané, encore, parce que ça va remplacer une autre personne qui était là avant, Robben, Ribéry. Ils rentrent tous à chaque fois dans une machine. Et en fait, ils prennent tout de suite la couleur rouge du Bayern. Alors, on ne sait pas s'ils vont gagner, mais ils seront toujours au rendez-vous, quoi. Ils vous ont plu sur un strict point de vue footballistique? Oui, Vikash évidemment, j'ai été impressionné même pendant le Final 8. Après, moi j'ai mis non parce que je suis assez d'accord, le foot ça se joue à peu de choses. Le Real, on ne l'a pas senti venir, ils allaient gagner 3 Ligues des Champions, et pourtant ils l'ont fait. Et puis quand Liverpool a gagné, je me suis dit c'est parti pour Liverpool, ils vont enchaîner une 2e Ligue des Champions, ils vont gagner le titre de champion aussi d'Angleterre, et finalement ils ne sont même pas sortis de la poule. Et en même temps,
en Ligue Europa, c'était aussi des Anglais qui ont gagné et on pensait que l'Angleterre allait dominer l'Europe. Et finalement, c'est pas comme ça, quoi. Il y a eu un moment, ça a été l'Italie qui allait dominer l'Europe, puis après, ça a été l'Espagne qui allait dominer l'Europe. Et finalement, ça Il y a trop tourne. de superpuissance. Ça tourne. Ça tourne. Ça peut être Liverpool l'année prochaine, mais ça peut être City, ça peut être le Real qui revient dans la course. Ça peut. Voilà, il y a tellement de grandes équipes avec des grands joueurs. Voilà. Et moi aussi, honnêtement, j'espère que le PSG va aller loin, va gagner une Ligue des Champions Vous avez prochainement. dit souvent que cette accession en finale pouvait être une première étape. Ouais, c'est déjà une première étape, mais tant que tu n'as pas gagné avec des champions, tu l'as pas gagné. Hein. Je veux Ça, dire, c'est tout sûr, reste à faire. Mais j'espère pour eux, parce qu'évidemment, ça tourne que entre eux, ces mêmes clubs là qui se partagent le gâteau depuis un très long moment et qui n'ont pas envie que d'autres clubs arrivent et viennent déranger leur suprématie. Voilà ce qu'on pouvait dire, mais on va aller voir ce que vous en pensez, vous, sur les réseaux sociaux avec Thibaut Vizirian. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux à propos de ce Bayern? Malgré la victoire d'hier, il y a quelques inquiétudes. Pourquoi? Parce que avec les départs de Perisic, de Coutinho ou encore d'Alcantara, on se dit que ça n'a pas encore été remplacé correctement. Coman qui est souvent blessé. Malgré ça, il y a un supporter lensois qui nous dit que le Bayern dominera encore l'Europe jusqu'à l'année prochaine quand le Real fera son recrutement galactique avec, pensez à Mbappé ou encore Camavinga. Certains rêvent de 2021. Mais d'autres nous disent qu'ils sont tellement habitués à gagner, à l'image de Leroy Sané hier, qu'ils peuvent même se permettre d'arriver chercher la coupe en claquettes. Regardez, voilà, en tongs, claquettes, chaussettes, c'est la mode. Donc pour même récupérer une super coupe, on y va tranquille. Donc on est habitué à gagner du côté du Bayern et surtout quand on a un homme nommé Manuel Neuer qui a été largement salué à nouveau. Le monde d'après, c'est un monde dirigé par Manuel Neuer. Quel match! Lui, le GOAT selon Einstein, bon, ils ne se sont pas connus en fait, mais on va l'imaginer. Le GOAT, c'est quoi? C'est le greatest of all time, le meilleur joueur de l'histoire du monde en tout cas. Et donc le voyez si à nouveau en mille pattes, célèbre parodie des tournements qu'on trouve sur les réseaux, mais encore une fois, c'est lui qui a époustouflé. Donc pourquoi pas continuer à gagner quand on a un gardien de ce niveau-là? Ouais, c'est vrai que Neuer, on l'a un peu cité, mais il est aussi la clé de voûte de ce Bayern. Je vous rappelle, ce soir, l'événement, c'est le retour du basket en clair sur la chaîne L'Équipe. Le match Dijon-Asvel à vivre en direct sur la chaîne L'Équipe. 20h45 en direct depuis le Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy à Dijon. On retrouvera toute l'équipe basket dans quelques minutes et puis on parlera foot avec Thauvin. Est-ce qu'il doit partir de l'OM? Est-ce qu'il doit rester? On parlera également du Mercato lyonnais et de Icardi. À tout de suite. Vous voyez ce ballon de basket, c'est le retour du basket en clair sur une chaîne de télé et évidemment c'est sur la chaîne L'Équipe. C'est ce soir à 20h45 le match entre Dijon et l'Asvel. On retrouvera dans un instant Messaoud Benferki, Benoît Cossé et toute l'équipe basket évidemment de la chaîne. Vous le notez, 20h45 Dijon, Asvel, la Jeep Elite est de retour sur votre antenne, ici, chez nous. Et avant de parler football avec Thauvin, où doit-il aller? Est-ce qu'il doit rester à l'OM? Est-ce qu'il doit partir? Voici le zapping préparé par Romain Aran. Moi, j'ai vécu ça une fois avec Kobe Bryant une fois. Ouais. Enfin, c'était pas moi, j'étais blessé ce match-là, heureusement. mais il allait voir les joueurs dans le vestiaire. Ouais. Adverse, il rentre. Qui défend sur moi ce soir? Toi? Ok. 50 ce soir. Ah oui, quand même. Dans le vestiaire. Ouais. Et il sort, et le soir, il en met 50. Ah oui. Ouais. Et apparemment, il comptait, donc il allait voir le. Je sais pas qui marquait, il passait devant le banc, et il comptait. Enfin, il disait 48. Ok. 45. 43. Il comptait en arrière. Il n'arrive pas à enchaîner les possessions déchaînées par la défense de Dwight. Waouh, Jamal, are you kidding me? Oh là là là, quel hang time et quelle finition de Jamal Murray. Exceptionnel. C'est frappé directement. Quel but du gaucher Shaqiri. Il va chercher la première lucarne, le premier poteau. Which they try to do here. Cole jumps over a tackler and gets a first down. Yeah, they come out, they've got 3 receivers, there's only 2 defenders for Miami. James O'Shaughnessy just not able to make the block. Non, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter d'espérer. On ne se marie pas toutes les années, Estelle. Non, on ne se marie même pas du tout. Oui, vous voyez, vous n'êtes jamais mariée. Vous non plus. Bah non, mais je suis bien trop jeune pour me marier. Je vous remercie pour moi. Enfin, super. Sympa. Tiens, allez sur le banc. Vous le méritez. On n'a rien d'écart. On a quoi, 5 ans, pas plus? Beaucoup plus. Pas du tout. Pas du tout. Oh, le but magnifique encore pour les Reds avec cette frappe
de Takumi Minamino, le japonais. Past U.S. Amateur champion. Chasing on. Oh my goodness. What a way to walk off. Ay, no viene, ¿por qué no viene? Il va terminer probablement 10e Tom Dumoulin. Philippe Ogana sur la ligne d'arrivée pour un titre mondial. Excellent retour de Wout van Aert, mais Philippe Ogana n'a pas craqué. Il allume du vert également, 26 secondes d'avance sur Wout van Aert. Jordan, moi sur ce qu'on me dit, sur les gens qui m'ont dit ça, Jordan t'appréhendait pour ta vie. En fait. Ta vie? Ouais, c'est ce qu'il me disait. Hein. On savait très bien qu'il allait être ridiculisé et que toute ta famille allait regarder. Voilà pour ce zapping, le meilleur du sport. Et peut-être à venir d'ailleurs, on va en parler de ce qui va arriver ce week-end. On va d'abord regarder la une du journal L'équipe de ce matin. Regardez là, c'est Florent Thauvin qui est en une, le joueur marseillais. Qu'on me fasse confiance, les mots sont forts et bien choisis. Il en dit d'autres d'ailleurs, on est à la suite de sa déclaration, une longue interview passionnante ce matin dans le journal. Soit je reste à l'OM, soit je pars à l'étranger. Ça c'est clair, je vais étudier les deux options, j'ai envie d'être au cœur du projet, qu'on me fasse confiance, qu'on me donne des responsabilités parce que j'ai prouvé sur le terrain, parce que j'ai de l'ancienneté au club, parce que j'ai l'expérience aujourd'hui pour assumer. Il s'autoproclame à juste titre peut-être leader de cet Olympique de Marseille, il demande davantage. Alors, Florian Thauvin doit-il rester à l'OM ou partir de l'OM? Regardons vos réponses. Thibaut, parti pour rester, ok. Partir quand même pour Dominique Grimaud. Restez pour Vikash Dorasso, reste Flo Tov, Yann. Pour aller où se questionne Karim Nedjari, j'aimerais bien que vous ayez une réponse, je n'en doute pas. Et à lui de montrer encore et encore. C'est-à-dire que même sur ce mini-espace, vous arrivez à mettre 1000 trucs. Quoi. Vous êtes absolument fascinant. Karim, je commence avec vous. Pour aller où? Ben oui, mais pourquoi il y a plein de clubs qui veulent peut-être de Flo Thauvin. D'abord, en préambule, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié l'interview de ce matin de Mathieu Grégoire. Je trouve que c'est un homme posé. Mathieu Grégoire ou Florian Thauvin? Les deux. Ah oui. mais Florian Thauvin, je trouve qu'il est bien construit, il sait ce qu'il veut faire et tout. Le problème, c'est s'il quitte l'OM, parce qu'en fait, l'interview, on comprend ce qu'il dit. Je ne m'exprime pas pour rien, je lance un message en interne et aussi à l'Europe. Mais là, pour l'instant, il a le 3e meilleur salaire, je crois, de Marseille. En fait, il voudrait avoir le premier. Ça va être, donc c'est du 500 000 €. Donc ça va être compliqué. La deuxième chose, il faut qu'il passe au-dessus de Strootman. C'est compliqué pourquoi? C'est compliqué pour les finances, parce qu'il y a les finances de l'OM. Pour les finances de l'OM, de lui proposer un autre contrat. On peut lui proposer sans problème la place de numéro 1. Mais s'il part à 500 000 €, il faut qu'il parte à l'étranger. Et à l'étranger, pour l'instant, depuis 5 ou 6 ans, quelles sont les grosses offres qu'il y a eu? Un peu la Roma à un moment donné, un peu Valence, et le marché anglais est fini. C'est-à-dire que quand vous avez échoué à Newcastle, après les autres ne viennent plus vous rechercher. Donc ça va être très compliqué. Autant l'homme me plaît, autant le joueur, ça va être difficile pour lui d'imposer ce qu'il a envie. Vous avez fait une passe décisive. Voilà, juste pour compléter les propos de Karim, on s'est intéressé aussi aux clubs qui ont ciblé Florian Thauvin ces derniers mois. On a retrouvé la piste de l'Atalanta, mais financièrement, ce n'était pas possible pour l'Atalanta de se payer Florian Thauvin, notamment à cause du salaire. L'AS Roma a été évoqué par Karim. Le Milan était venu aussi au renseignement. Et puis en Espagne, Séville et le FC Valence se sont également intéressés à Florian Thauvin. C'est incontestablement, footballistiquement parlant, Vikash, le leader de l'Olympique de Marseille. On voit bien qu'ils ont certes réussi leur saison sans lui une grande partie l'année dernière, mais il est quand même champion du monde, il a marqué des buts décisifs, il a plutôt réussi son début de saison. Est-ce que vous trouvez ça légitime qu'il réclame ce statut à l'OM? Est-ce que si vous aviez été dans le vestiaire et qu'il avait été le meilleur joueur peut-être du vestiaire, vous l'auriez compris cette revendication? Oui, évidemment. Le rendre public, c'est pas toujours ce qui est le mieux à faire. Pour le vestiaire. Hein. Ah oui. Mais moi, ce que j'ai retenu aussi dans l'interview, c'est qu'en fait, il a été blessé et il a été abandonné. On l'a laissé tomber. Oui. Plus personne ne s'est intéressé à lui. D'ailleurs, ils ne l'ont pas prolongé parce que c'est quand même anormal qu'un joueur comme lui se retrouve en fin de contrat l'année prochaine. Donc lui, en fait, aujourd'hui, quand je dis rester, c'est rester déjà jusqu'au bout du contrat et décider à la fin de son contrat tout en étant libre. Ils n'ont pas voulu le prolonger, j'ai l'impression, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas prendre de risques aussi parce qu'il était blessé. Et lui, il se retrouve aujourd'hui, il aurait pu ne pas retrouver son niveau, de ne pas retrouver sa cheville et être très embêté, sans contrat à la fin de la saison. Et eux, à l'arrivée, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de reprendre le pouvoir, le dessus, puisqu'il est très bon.
2 matchs, des buts et des passes décisives, enfin quelques matchs. Et donc c'est lui qui est de nouveau en position de force, il le fait savoir. Il est libre en fin de saison. C'est quand même une situation incroyable pour un joueur de son niveau et de son talent dans un club comme Marseille. Ça ne doit pas arriver. Et donc, ils ont mal travaillé par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il le dit un peu quand même. Personne s'est occupé de moi, personne n'a pris des nouvelles de moi. J'étais blessé, on m'a pas calculé, quoi. Sauf que maintenant, il revient, il est à son meilleur niveau. Donc, il a renversé la situation et c'est assez fort, hein, c'est assez costaud. Hein. Mentalement, c'est costaud. On va saluer Faro qui nous offre ses dessins tout au long de l'émission. C'est intéressant ce que dit Vikash, Johan, parce qu'on a le sentiment que, voilà, à l'écouter, que l'OM a peut-être mal travaillé en ne prolongeant pas son contrat, mais que lui aussi, quelque part, a son destin entre ses pieds, parce que dès janvier, il pourra choisir un club. Et quel est l'intérêt d'un club aujourd'hui de payer un transfert à l'Olympique de Marseille pour Flo Thauvin alors qu'ils pourront l'avoir gratuitement dans quelques mois? Oui, mais pour moi, la vraie question, c'est... Pour moi, il y a une zone d'ombre avec ce garçon. Quand tu penses à son parcours en sélection, c'est seulement 10, il a 27 ans, il a seulement 10 sélections, seulement 3 fois titulaire. C'est-à-dire c'est quand même Thauvin, il a quand même fait 2-3 très bonnes saisons en vous France. avez vu la concurrence? Oui, non, mais mine de rien, il y a Ousmane Dembélé qui a eu 100 000 blessés, 100 000 blessures, qui a quand même 21 sélections 9 fois titulaire. Coman, 22 sélections. Martial, 20 sélections, 10 fois titulaire. Johan, pardon, excusez-moi tout de à un suite. moment donné, Manchester, le Bayern. La Juventus. C'est pour te dire justement que Thauvin, quand même, qui a eu un très bon niveau, quel grand club, aucun grand club jamais ne l'a contacté. Parce que moi, en plus, je vivais à Newcastle quand il a vécu ces 4-5 mois horribles à Newcastle, où c'était catastrophique. J'étais là peut-être au match qui a été le tournant de sa carrière. C'était un match de coupe contre Sheffield Wednesday à Newcastle, à Stamford Bridge, où il avait très mauvais. Et ça marque ça l'Europe. Parce que pendant 4-5 mois, il a eu sa chance à Newcastle, ça ne passait pas. Et surtout, c'est qu'il y a un moment donné, c'est quoi Thauvin à 27 ans en Ligue des Champions? C'est seulement une saison, la saison horrible de l'Olympique de Marseille, avec 6 matchs, 6 défaites en 2013-2014, il était même remplaçant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est un très bon joueur, mais par exemple saison 2017-2018, il est phénoménal avec Marseille, je crois que c'est le 2e meilleur buteur du championnat, c'est le 3e ou 4e meilleur passeur, et au bout du compte, à la fin de la saison, quel grand club est venu pour dire je mets tant pour Thauvin? C'est pour ça qu'il y a un côté très étonnant, c'est un très bon joueur, mais est-ce que c'est pas, finalement ce n'est pas un aussi excellent joueur que ça pour attirer les regards? Et finalement je pense qu'à ce moment-là, du top niveau européen. Voilà, et au bout d'un moment, moi je pense que déjà prolonger à Marseille, ce serait très très bien, retrouver absolument, confirmer son retour au plus haut niveau après sa grave blessure. Depuis 2 matchs déjà on voit, est-ce que c'est pas un petit peu le contre-coup, il est moins bien, mais c'est vrai que ce joueur est parfaitement étonnant, je trouve. Alors, il y a quand même une stat qui est satisfaisante pour Flo Thauvin et qui parle, c'est peut-être le meilleur buteur de la décennie, non? Oui, à l'OM. Oui, de l'OM. Décennie, voilà, 2010, Florent Thauvin, regardez, il est en tête avec 70 buts marqués lors de cette décennie. Il devance André-Pierre Gignac ou encore André Ayew ou Dimitri Payet. Mais Florent Thauvin, ça reste l'un des attaquants phares de la dernière décennie de l'Olympique de Marseille. Il y a des beaux noms quand même, la Dom. Il y a quand même des joueurs qui sont restés longtemps à l'OM. En plus, c'est pas des. Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que les deux, Gignac et Didier Ayew, sont partis libres de l'OM. Vous voulez dire qu'ils répètent les mêmes erreurs? Oui, ils répètent les mêmes erreurs. Mais en ce qui concerne Thauvin, moi j'avoue que je suis un peu partagé. Alors, d'abord, la question que je me pose, c'est de savoir où en est le projet de l'OM. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui se détache vraiment. Et aujourd'hui, il compte vraiment. Alors. Ah bah oui, c'est très ennuyeux. Bah oui, les supporters marseillais s'en plaignent quotidiennement. Donc, ils sont vraiment au centime près. Maintenant, c'est vrai que l'OM paie très grassement Thauvin. C'est le 2e salaire du club, le premier étant, et c'est complètement hallucinant, celui de Strootman qui a été engagé à 500 000 euros mensuels. Flo Thauvin doit être à peu près à 450 000 euros. Il ne faut pas oublier non plus que l'OM est allé, et tu as raison de le rappeler, Yo, est allé le chasser et le relancer en quelque sorte après son expérience assez catastrophique à Newcastle. Alors ça, c'est 2 choses. La troisième chose... Enfin, on a le droit à une seconde chance quand même. Oui. Il y a de cela maintenant... oui, mais enfin, le constat est là. Le troisième point, pourquoi je suis un peu partagé, c'est parce que moi et d'autres, plein d'autres sans doute, nous étions sous le charme de Thauvin, souvenez-vous, lorsqu'il opérait avec le Sporting Club de Bastia. Et chacun s'accordait à dire que c'était évidemment une pépite pour le football français. Mais ça remonte déjà, ça, à 7 ans.
à 8 ans. Il est devenu champion du monde entre-temps. Non, mais il est quand venu même. avec 2 minutes de Non, mais jeu. d'accord, mais il était dans un groupe extrêmement fort. Oui, Rami aussi était j'ai champion du d'argument. monde. Tu vois, donc, n'exagérons pas non plus. Et You a raison de rappeler qu'il n'a que 10 sélections au compteur. Je voudrais vous montrer une déclaration, parce que vous me parlez des grands clubs et vous allez réagir rapidement parce qu'on va avoir un autre dossier derrière. Regardez cette déclaration également dans l'interview. On a vu des joueurs de notre championnat partir dans de très grands clubs, alors qu'ils n'ont jamais été aussi décisifs que moi. Hormis ma blessure sur les 3-4 dernières saisons. Vous voyez, ils ne remontent pas si loin comme vous de 6-7 ans. J'ai toujours fait partie des joueurs offensifs les plus efficaces d'Europe. Ça reste une incompréhension quand je vois qu'on mise sur des joueurs moins expérimentés. Non, mais il a le droit de le penser. Non, mais c'est vrai que ses stats sont plutôt bonnes. Vous dire qu'il est moins prospect que d'autres, il voit moins de potentiel, les grands clubs. Du top européen qui aujourd'hui a besoin ou se renseigne sur Flo-Tovin. Aucun. Donc, mais après, il a des lacunes. C'est évident. C'est aussi qu'il a des lacunes dans son replacement défensif, dans son volume de jeu. Que ça en attaque, non, mais il y a d'autres jeunes aujourd'hui qui ont le même potentiel offensif que lui et ils vont préférer miser à 23 ou 24 ans que quelqu'un de 27 ans. Et il y a un seul mot qui manque aussi aujourd'hui dans son interview, c'est qu'on rentre dans les années Covid. Et dans les années Covid, ça veut dire que ça ne sera plus les mêmes salaires. Et aujourd'hui, donner 400 000 euros par mois, 450 000 euros par mois à un joueur de 27 ans qui n'a pas fait ses preuves encore, ni en Ligue des Champions, ni sur le point de vue international, c'est très dur. On termine avec vous, Vikash. Oui, il reste toujours un joueur extrêmement élégant et délicieux à voir jouer. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec son niveau. Moi, je pense qu'il a peut-être pas le niveau d'un très grand club, mais ça ne peut pas l'interdire à rester un très grand joueur pour Marseille et peut-être dans un autre club intermédiaire. Mais évidemment, il n'a pas été bon en Ligue des Champions dans des matchs très importants. En championnat face au PSG, ça a rarement été. Les gros matchs, il n'est pas présent. Il n'est pas là, même physiquement. Est-ce qu'il est clivant sur les réseaux sociaux, Thibaut, ce bon Flo? Franchement, ça leur a plu, l'interview dans l'équipe, la maturité de Florian Thauvin. Aujourd'hui, il a 1,1 million d'abonnés sur Instagram. Flo Thauvin, c'est quand même une star. Et donc, il y a beaucoup de supporters. Il met de sa vie perso, les que foot. Non, mais pas trop de bêtises en plus. Non, non, franchement, ça rigole un peu, mais non, il est mature. Et quand on va sur Twitter, il est quand même aidé par son entourage sur au niveau de l'influence. Il a une bonne équipe de communication, en effet. Mais il faut savoir s'entourer, justement. Il y en a qui le font un peu moins bien. Vous avez raison. Et donc, il y a pas mal de commentaires sur Twitter pour lui dire il faut lui donner le capitanat, le salaire de Strootman et point barre, parce qu'en effet, c'est la tête d'affiche du projet olympien. Allez-y, donnez-lui les clés de la maison, donnez-lui le salaire qu'il faut et on a besoin de joueurs comme lui. Comment ne pas aimer Thauvin? C'est le joueur le plus décisif de la décennie, Julien le rappelait tout à l'heure. Il est respectueux des supporters et du club, donc c'est important. On nous dit aussi après comment ne pas aimer Thauvin, partir libre. Oui, ce serait parfait pour lui, surtout s'il fait une bonne saison. C'est une super affaire pour tout le monde. Mais d'autres supporters nous disent aussi rester à l'OM, car qui pourrait le faire venir? En effet, c'est la question que vous venez de vous poser. Alors à l'arrivée, nous, on a posé la question, savoir l'avenir de Thauvin sur le compte Twitter de l'équipe d'Estelle. Les réponses massives, beaucoup de commentaires. Et à l'arrivée, je vous dévoile ça donc sur le compte. Montrez-nous. Le temps que ça charge, c'est du 56K, c'est pas la fibre. Ah non, 56K là. Arrêtez, vous savez très bien, c'est comme ça depuis le début. Donc à l'arrivée, rester à l'OM ou partir, 50-50. Ah ouais, c'est même des vagues nous. C'est rare les 50-50. Comme quoi, ça va passionner. Peut-être qu'il y a une solution. Non, la solution, c'est que je parte en pub maintenant. Là, vraiment, faut que j'y aille. Ah non, parce que sinon, vous allez devoir rembourser vous-même. Tout ça, ça va être une cata. Ça va être horrible, vos enfants. Bon, bref, tout ça, pensez à Noël. Appelle directement. Oui, voilà, appelez Karen Nedjari, mon bon Flo. Dans un instant, la suite de l'équipe d'Estelle, on parlera de Icardi. Est-ce qu'il est vraiment taillé pour le Paris Saint-Germain? Il y aura le foot en mercato. Et puis, n'oubliez pas ce soir, le basket en clair, le retour de la Jeep Elite. Ce sera sur la chaîne Équipe avec ce match Dijon-Asvel. À tout de suite. C'est la suite de l'équipe d'Estelle sur la chaîne L'équipe. Vous voyez, ce ballon de basket, c'est celui de la Jeep Elite. Le retour en clair, c'est ce soir à 20h45 à suivre en direct ce match entre Dijon et l'Asvel. Vous voyez le grand retour de la Jeep Elite du basket français en clair sur la chaîne L'équipe. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. On revient au football avec, après avoir parlé de l'OM, après avoir parlé du Bayern Munich et avant de parler du Paris Saint-Germain et du foot en mercato, avec nos confrères du Progrès qui ont eu une déclaration, une interview de Jean-Michel Aulas. On va la lire ensemble, regardez. À 10 jours de la fin du mercato, aucun des trois, alors les trois c'est qui? C'est Depay, Dembélé et Aouar, n'est parti. Et je n'imagine pas que cela se fasse. La meilleure solution, c'est qu'ils restent tous les trois. Alors je vous pose la question, très simplement, à quelques jours de la clôture du mercato, est-ce que Jean-Michel Aulas est en train de bluffer? Voyons vos réponses. Alors Thibaut, surtout soyez en retard. C'est un oui. Oui. C'est du poker. Poker menteur souvent d'ailleurs pour Dominique Grimaud. Oui. Non, il ne bluffe pas pour Vikash Dorasso. Mais alors totalement, Julien Lerner est persuadé qu'il bluffe.
À moitié pour Karim Nedjari et oui pour Yohan Ryu. Tiens, Mickaël, vous connaissez bien l'environnement lyonnais, vous connaissez bien Jean-Michel Aulas, évidemment, vous avez été un joueur emblématique de l'OL. Là, pour vous, il bluffe pas, il est sincère dans ce qu'il nous dit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en Europe. Donc les clubs vont pas mettre 60 millions sur Aouar, 30 millions ou 40 millions sur Depay. Voilà, il y a déjà ce problème-là. Et puis il faut les remplacer, ces joueurs-là. Donc ça veut dire que s'ils partent, il faut trouver l'équivalent. Parce que c'est quand même s'affaiblir si tu perds Aouar, Dembélé, Depay. Et puis dans l'histoire, je pense qu'on peut être sûr que Aulas n'a jamais bradé ses joueurs. Il n'est pas prêt à laisser partir un joueur si ce n'est pas au prix du marché, si ce n'est pas ce qu'il estime comme prix pour le joueur, la valeur du joueur. Donc moi je me dis qu'il ne bluffe pas et puis on ne sait pas, hein, si jamais des bonnes propositions mais vraiment valables arrivent, là il décidera. C'est quoi la valeur de ces joueurs, Julien, et les joueurs de l'OL en particulier? Oui, pour rebondir au propos de Vikash, regardez, les joueurs annoncés sur le départ, eh bien, leur valeur marchande est assez importante. Houssem Aouar, il est estimé, selon nos confrères de Transfermarkt, à pratiquement 50 millions d'euros. On sait que si un départ se fait à Lyon, ce sera certainement pour plus d'argent, mais ça risque d'être compliqué avec cette situation de crise sanitaire. Memphis Depay, qui est sous contrat jusqu'en 2021, il est estimé à 44 millions. On sait que le Barça a du mal à dégager des fonds pour l'avoir. Bref, tout ça pour vous dire que les valeurs marchandes des joueurs lyonnais sur le départ sont assez importantes. Dembélé qui ferait quasiment, qui doublerait par rapport à son prix d'achat en Écosse. Depay 44 millions. On sait, vous l'avez dit, que le Barça a besoin de vendre. Vous en parliez tout à l'heure de ce manque d'argent sur le marché européen en ce moment, Karim Nedjari. Mais on peut imaginer aussi que Jean-Michel Aulas et son entraîneur, et son directeur sportif, et son responsable de recrutement ne feraient pas une mauvaise affaire en gardant ces trois joueurs, parce qu'on est sur des joueurs qui là semblent en ce moment un peu perturbés. Oui, je pense qu'il bluffe à moitié pour une raison d'abord économique, parce qu'il n'y a pas forcément des grosses offres des clubs. Le marché, à cause du Covid, une nouvelle fois. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de vente. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est que Lyon vend très bien quand même. Ils ont quand même réussi à vendre pour l'instant, j'ai regardé sur Transfermarkt, à peu près 55 millions d'euros. Et avec le 20 millions d'euros pour Traoré. Donc si demain ils arrivent à vendre Red Adélaïde, qui n'était pas prévu, autour de 25 millions d'euros, où il y a le Hertha Berlin qui vient de rentrer dans la course avec Rennes, ils seront à 75 millions. On sait en lisant les papiers d'Étienne Moiti que le déficit c'est à peu près 100 millions d'euros. Donc il suffirait d'en vendre peut-être un, ou s'arranger avec Memphis Depay, le prolonger et le vendre à Barcelone l'année prochaine et partager une plus-value. Donc je pense qu'ils bluffent à moitié parce qu'ils arrivent très bien à vendre, contrairement à beaucoup de clubs en Europe, mais surtout en France. Sportivement, ce sont des joueurs importants. Dominique, on les a vus. D'ailleurs, ils ont été... Alors, Depay, il revenait de blessure, mais Aouar, par exemple, a été très bon pendant le Final 8. On sait que Dembélé a marqué aussi, même si là, c'est plus compliqué en ce moment, en tout cas, si on regarde les derniers matchs. Ce mercato, il est particulier. On parlait d'argent, il est décalé dans le temps aussi. La saison, on a l'impression qu'elle est lancée sans être lancée. Est-ce que pour vous, ça joue, ça? Bien sûr, économiquement, c'est pas du tout porteur. C'est un marché qui semble sclérosé. Et puis, c'est un marché qui semble littéralement interminable. Je trouve que c'est trop long. Je trouve qu'attendre le 5 octobre pour disposer enfin d'un effectif pour les entraîneurs... On a commencé un peu plus tard, mais... Ouais, mais c'est vraiment casse-tête, quoi. Donc voilà, moi je pense que, pour répondre à ta question, je pense que Aulas, c'est dans son jeu, qu'il connaît par cœur depuis plus de 30 ans. Il maîtrise là la situation? Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'il il fait monter les enchères, voilà, et puis ça va se décanter, comme souvent d'ailleurs, dans les derniers jours. Moi je crois que des trois cités, il y en a peut-être un qui partira, dont le départ me semble... À mes yeux, inéluctable, c'est Depay. Je crois que... Oui, mais il faut que le Barça trouve l'argent. Le Barça, parce que Coman le veut, qu'ils vont trouver l'argent. Le Barça ou un autre club, mais je crois que Depay partira. Pour le reste, il commence à dégraisser le mammouth, si j'ose dire. Hein. Tu parlais de Traoré, Anderson va partir, Cornet, semble-t-il, a des offres. Il faut quand même des joueurs pour former une équipe. Oui, il y a déjà, mais il y a aussi... Sans oublier, Dominique, pardon de te couper, mais la masse salariale, parce que Bapou Ngambiwa est parti. C'était un gros salaire. Bien sûr. Enfin. Et Raphaël est parti. Raphaël est parti, bien sûr. Et du coup, ça donne quoi ces joueurs en méforme là, en ce moment? Oui, les joueurs annoncés sur le départ, ils sont pas dans une forme étincelante. Houssem Aouar, depuis le début de saison, en Ligue 1, en tout cas, c'est 0 but, aucune passe décisive. Moussa Dembélé n'a toujours pas fait trembler les filets en Ligue 1, 3 sur 10 de moyenne depuis le début de saison. Et Memphis Depay, lui, reste sur des performances compliquées, difficiles, avec l'Olympique Lyonnais, et face à Nîmes et face à Bordeaux, 2 fois 3 sur 10.
on dit souvent qu'il a la tête ailleurs, ça s'est un petit peu vu lors de ses dernières prestations. Alors il y a eu cette rentrée d'argent aussi, parce qu'il faut bien parler d'argent dans ce cas-là avec la Ligue des Champions, ce Final 8 avec cette demi-finale. Il y a eu ces ventes évoquées là, par Karim. Mais là, sportivement, l'OL, trouver des joueurs de ce niveau-là, s'ils les vendent, ça va être compliqué en quelques jours. Mais Grégory, là, le problème est vraiment, surtout avant tout, économique. Lyon a besoin vraiment d'argent. Parce que là, même si Reine Adélaïde, il s'en va pour 25 millions, ou à Rennes ou à Hertha Berlin, il faudra toujours à peu près 30 millions. Il faudra trouver 30 millions. Et là, surtout, c'est que tous les clubs européens savent que Lyon est dans la muise financièrement. Les finances sont exsangues. Et donc là, évidemment, c'est encore loin le 5 octobre. Il y a le temps encore d'avoir des propositions. Mais surtout, Lyon a fait de graves erreurs. C'est l'été dernier, parce qu'ils avaient formidablement bien vendu avec Mendy 48 millions au Real Madrid, Fekir à peu près 20 millions, Ndombele 62 millions. Il y avait un beau dessin de Faro sur vous, vous en faites pas. Mais après, ça avait été catastrophique dans les achats. Quand tu penses quand même qu'ils ont acheté Reine Adélaïde pour 25 millions il y a un an, Andersen pour 24 millions, Thiago Mendes pour 22 millions, Lucas pour 8 millions, Koné pour 9 millions. Mais pour quel résultat? Donc il y a un moment donné aussi, Lyon paye ses erreurs aujourd'hui. Ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions quand même. Oui, mais parce qu'ils ont raté c'est pas si mal. Oui, mais justement, sans Andersen. Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même eu des problèmes. Et surtout, c'est que financièrement, comment ils vont faire financièrement, Vika? Karim vient de dire que ça allait financièrement et toi tu viens de dire que ça allait pas du tout. Oui, parce qu'il dit qu'il manque 30 millions et qu'il trouve qu'il reste 30 millions. Mais si on rajoute l'argent de gagner en Ligue des Champions, est toujours un peu dans l'excès. Tu vois, il faut m'expliquer qui a raison. Dans la passion, on va dire. Ah non, il y a d'autres clubs qui vont moins bien financièrement. Non, parce que j'imagine côté, ils sont à 20 millions de l'équilibre. Vous avez raison. Ah non, mais je suis pas du tout dans la passion de l'exagération. Lyon a besoin de 20 millions après Reine Adélaïde à la fin du match. Tu vas rééquilibrer. Sur une année blanche, c'est déjà pas mal. Puis, il y a d'autres clubs qui sont plus en difficulté que Lyon. Juste aussi, le Covid, c'est aussi personne dans les stades. Et je pense que Lyon misait beaucoup sur remplir le stade et tout ce qui se passe autour, les loges, etc. Sur les réseaux, en tout cas, Jean-Michel Aulas, il fait douter les supporters. Il y a quand même beaucoup de messages de supporters qui ne comprennent pas où va l'Olympique Lyonnais. Et notamment ce message là que je vais vous afficher où on nous dit depuis 2017-2018, il ne reste que 4 joueurs, dont 2 qui pourraient encore partir, Aouar et Depay. L'effectif a beaucoup trop évolué. Donc voilà, ce message là, on n'arrive pas à l'afficher d'ailleurs apparemment. Pourtant, il y a une magnifique photo de l'effectif 2017-2018. Vous la voyez montrerez sur votre compte tout à l'heure. On vous enverra un pigeon. Ah là voilà. Ben voilà. Et donc ils ont barré toutes les têtes qui étaient parties. En 3 ans, ça fait beaucoup trop de changements pour un peu de stabilité et une équipe qui joue mieux que ça, quoi. Allez, on revient dans un instant pour parler football. On continue avec Icardi, taillé par Omar Da Fonseca. On se demande s'il est taillé pour le PSG. Le Futur Mercato, puis on parle basket également. A tout de suite. Bienvenue dans l'équipe d'Estelle, nous sommes de retour, on est ensemble pour encore 1h15 et avant de parler du Paris Saint-Germain et plus spécifiquement de Mauro Icardi, avant de s'intéresser au football, vous le savez l'événement c'est le retour du basket en clair, la Jeep Elite, le choc ce soir entre Dijon et Lasvel, ce sera du côté du Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy à Dijon, on prend tout de suite la direction du parquet pour retrouver Messaoud Benterki qui est notre envoyé spécial aux côtés d'autres membres de la famille de la chaîne L'équipe. Messaoud, je parlais de choc. Mais pour ceux qui suivent le basket, vous le savez, pour les autres, c'est un véritable choc ce soir. Hein. Le mot n'est pas galvaudé. C'est un peu crado là. Tu veux pas te mettre directement. On ne peut pas faire mieux, Greg. Tout simplement parce que Dijon était co-leader avec Lasvel avant l'arrêt du championnat la saison dernière. Et vous allez comprendre avec Benoît qui va tout vous dire également dans quelques instants. Dijon, outsider, magnifique face au Cador qui est présenté à Lasvel. On est sur le parquet parce que c'est la mi-temps du match des espoirs. Il y a déjà des supporters qui sont là pour se préparer pour la rencontre. Et moi, on va vous présenter le dispositif, l'équipe qui va vous faire vibrer tout au long de cette saison de Jeep Elite sur la chaîne L'équipe. Je vais rejoindre Christophe Denis qui va être notre consultant, l'un de nos consultants cette saison. À 19 ans, les espoirs y jouent. Lui, il était déjà entraîneur, Christophe Denis, il y a quelques années. Christophe, vous êtes un amoureux du championnat de France. Vous êtes un expert de la Jeep Elite. En 30 secondes, pourquoi la Jeep Elite, il faut la prendre au sérieux et tout à l'heure, c'est un choc absolu qui nous attend. Exactement, tout simplement parce que le basket est un sport magnifique, c'est un des sports les plus populaires en France, parce que le championnat de France est peuplé de joueurs emblématiques, certains champions d'Europe avec l'équipe de France en 2013 qui jouent encore dans notre championnat, des joueurs étrangers qui, plutôt que de partir en Europe dans des grandes équipes et des grands championnats, restent chez nous, donc c'est bien la preuve que notre championnat est un championnat dense, très excitant et que la course au titre cette année va être une course infernale. La course infernale qui va débuter ce soir, les espoirs qui sont de retour. Alors on va faire vite et retrouver Benoît Cosset qui lui est au coin là-bas de la salle. Benoît, alors vous avez la preuve que Dijon c'est un outsider absolu qu'il faut prendre au sérieux pour Lasvel dès ce soir. Ouais, exactement. Déjà Dijon était à égalité quand la saison s'est arrêtée la saison dernière, à égalité en tête du championnat avec Lasvel et Monaco. Et puis surtout, la saison dernière, il y a eu un trophée de décerné. Il est ici le trophée. C'était la Leaders Cup. Et il a été remporté par qui? Eh bien par Dijon qui avait justement renversé
c'est l'Asvel. Autant vous dire que ce soir, il y a certainement un petit parfum de revanche qui va flotter dans l'air. Dijon, c'est l'une des belles surprises de la saison dernière face à l'Asvel de Tony Parker. C'est l'affiche qu'on vous propose tout à l'heure, Greg, à partir de 21h pour le coup d'envoi. Et nous, on va s'éclipser parce que les espoirs sont déjà là pour leur match. À tout à l'heure. Alors non mais au lieu de vous éclipser, enfiler un shirt et aller jouer, mais ça pourrait être aussi extrêmement sympa. On vous retrouve tout à l'heure pour ce choc entre Dijon et l'Asvel. Voici le foutoir. Le foutoir avec évidemment tout ce qu'il faut retenir de l'actu foot de ces dernières heures. Julien Aliane, et on commence avec les regrets du jour. Oui, ceux de Lionel Messi qui n'a pas du tout encaissé le départ de Luis Suarez. Eh bien, le capitaine du Barça a taclé sa direction sur son compte Instagram, coupable selon lui d'avoir poussé dehors l'attaquant uruguayen. Regardez ce qu'il déclare. Ça va être bizarre de te voir avec un autre maillot et bien plus encore de jouer contre toi. Tu ne méritais pas d'être viré comme tu l'as été. Toi, l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé des choses si importantes collectivement comme individuellement. Tu ne méritais pas de te faire virer comme tu l'as été. Mais à ce stade, la vérité est plus plus rien ne me surprend pas. Ouais, voilà, la vérité que plus rien ne me surprend. Non mais là c'est chaud, parce que pour ceux qui ont vu la conférence de presse hier, quand Suarez il dit c'est un peu la faute de papa, on m'entend Bartomeu. Je peux te dire que la cicatrice est loin d'être refermée entre le Barça et Messi. Elle va saigner pendant toute la saison, et très franchement, on peut se poser des questions sur la motivation de Léo Messi pour la saison à venir avec le Barça. Non mais parce que vous avez raison de souligner ça. Quand je suis à votre place, c'est un de mes sujets préférés d'ailleurs. C'est cette histoire-là de Messi qui pourra signer libre dès janvier. Là, il va y avoir une prolongation à trouver. On parlait de Thauvin, mais là, ça va être le cas pour Messi aussi, Johan. Est-ce que ça va pas mettre un souk dans la tête des Barcelonais, en dehors de l'élection présidentielle? Je pense quand même que Messi sur le terrain, il voudra aussi lui-même se venger par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Je pense qu'il va jouer avec la rage au cœur. Il va jouer. Mais moi, ce que j'adore avec Messi là, c'est que souvent on dit Messi il est tiède dans cette déclaration, il dit rien. Et c'est ça un champion aussi. Pourquoi Maradona était autant adoré par ses coéquipiers, notamment pendant la Coupe du Monde 86, ils se sont mis par terre pour lui. C'est parce que Maradona, il était tout le temps à défendre ses coéquipiers, il était tout le temps à se bouger pour eux. Et là, Messi, c'est fort ce qu'il fait par rapport à Suarez. Combien de joueurs, combien de champions Vikash comme font ça publiquement, de défendre un coéquipier, de défendre un ami. Je m'excuse, Johan, mais il défend pas Suarez, il attaque le club. Ouais. Il est en colère contre le club. Maradona, toute sa vie, il a défendu ses coéquipiers et il ne l'a pas fait juste parce qu'il avait un contentieux avec Naples ou avec Barcelone. Là, vraiment, il règle ses comptes. C'est de la colère, c'est du ressentiment. Par le biais de Suarez. Oui, il y a un vrai problème et oui, ils vont peut-être le payer. Et moi, je ne suis pas sûr que Messi retrouve son meilleur niveau pour le Barcelone. Non, je suis pas sûr. Ça veut dire qu'il peut faire une année en pente douce, quoi, tranquille, tout va bien, et puis on verra bien ce qui se passe. Ça ressemble à un schéma où le joueur finit par se blesser. Quand on joue contre eux, il y a un moment donné, il y a le corps qui se parle. Là, je ne sais pas comment il va pouvoir rentrer, quel rapport il va avoir avec son président, le rapport qu'il va avoir avec Koeman qui a viré Suarez aussi, c'est quand même l'entraîneur qui a viré Suarez. Donc ça fait quand même beaucoup sur le cœur pour un joueur. Comme tu dis, est-ce qu'il a vraiment envie de jouer? Ah ça. Bon, on suivra ça, ça va être Neymar, un écho. Il avait déjà pas envie d'être là, donc. Non, justement, Neymar a réagi. À savoir, c'est que Messi, il n'est pas hyper actif sur les réseaux, même s'il est super suivi, 166 millions d'abonnés sur Instagram. Donc ce post, il a fait un écho incroyable. 10 millions de likes, 10 millions de j'aime pour ce post, c'est complètement fou. Et en fait, ce qui est complètement dingue aussi, c'est le nombre de gens connus qui ont aimé ce like. C'est Marca qui a fait le récapitulatif ici, là, que je vous affiche. Regardez, on a Ronaldo R9, Agüero, Bartra, Pedro, Fabregas, Cannavaro, Neymar Junior, en effet, David Beckham et bien d'autres qui ont mis des likes, qui ont mis oui à ce message de Messi. Et il y a eu même une réponse de Luis Suarez pour dire que Messi était un homme en dehors du joueur fantastique, exceptionnel, et voilà, j'en passe. Neymar lui a mis un petit message aussi, un petit commentaire en disant que bien forcément la MSN était désormais une histoire terminée et donc c'était de la faute de la direction barcelonaise. Donc voilà, c'est vraiment un post et un message Instagram de Messi qui a eu un retentissement incroyable. 10 millions de likes. Bon, c'est pas prêt de nous arriver là tout de suite demain. Peut-être si on cumule nos deux comptes. Non, même en cumulant toute l'année nos deux comptes. Même vraiment. Non, vraiment. Le match du jour. Oui, Lille qui reçoit Nantes ce soir et peut prendre potentiellement la tête du championnat en cas de victoire des Nordistes ce soir. Le Lillois, Luis Araujo, auteur de 2 buts depuis le début de saison, lui estime que son équipe est prête à réaliser une grande saison. Écoutez-le. Il faut continuer de travailler dur et rester concentré. On a un match très important qui arrive et nous devons décrocher les 3 points. Je suis certain que si l'on parvient à conserver cet état d'esprit, on va réussir une grande saison.
vrai outsider au podium, limite même favori au podium. Le jeu contre Marseille, il méritait largement la victoire. Pour l'instant, il n'y a pas de but toujours des deux recrues, David et Yilmaz, mais ils ont fait quand même, franchement, c'est une équipe incroyable. Ça joue au football et franchement, je pense qu'ils peuvent titiller le Paris Saint-Germain, au moins dans les attentions. Mais le match contre Marseille, et même le match qu'il y avait eu avant, quelques jours auparavant. Mais ils l'ont pas gagné, Johan. Comment ils n'ont pas gagné? Ouais, mais ça, tu vois, c'est le début de la saison encore. Il faut qu'ils se trouvent quand même la complémentarité en attaque. Tu as quand même perdu Osimhen, tu as quand même perdu Rémi, un duo qui fonctionnait parfaitement. Mais tu as du jeu, tu as des volontés offensives, franchement, ils se connaissent par cœur. Moi, j'adore cette équipe. On parlait de foot business, pardon Dominique. Là, pour le coup, leur schéma était très clair, leur plan financier était devenu très clair. Il y a eu une réussite sportive. Là, ça s'est enchaîné quand même. Ils bossent très bien avec des gens compétents à tous les étages. Et je pense déjà à l'entraîneur Galtier, Galette, il fait du... Qui a prolongé sans le savoir. Mais oui, qui a prolongé sans le savoir. Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux, parce que s'il pouvait signer un contrat jusqu'en 2028... en tout cas, il joue le jeu de la restructuration de l'équipe. Il dit, on sait qu'il y aura... on connaît d'autres façons. C'est quand même un jeu très dangereux. Ah oui. Parce que c'est du poker chaque année. Pour l'instant, ils ont réussi avec Pépé, ils ont réussi avec Osimhen. Là, il faudra réussir avec Jonathan Davis à faire le même coup. C'est à chaque fois, il faudra réussir à revendre très cher. Parce que... Mais ils ont Luis Campos quand même. Oui, non, mais ils ont un très bon joueur de poker qui connaît très bien le recrutement. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même un atout. La déclat du jour. Oui, c'est Leandro Paredes qui fait son mea culpa. L'Argentin a affirmé avoir eu une prise de conscience sur son comportement après avoir déclenché un début de bagarre générale lors du dernier PSG Marseille. L'Argentin s'est confié à nos confrères de la radio argentine. Ce qu'il s'est passé contre Marseille m'a fait un déclic dans ma tête. Je dois changer, je dois améliorer mon comportement. Ils m'ont infligé 2 matchs de suspension et je n'ai pas pu jouer. Et avec Benedetto, je n'ai eu aucune discussion, c'était juste une friction. Benedetto, donc c'était une friction. Bon, c'est vrai que Vicage Dorasso, des joueurs qui disent « Ah bah ouais, là je sais, j'ai mûri, c'est l'année de la saison. Vous savez quoi? C'est la saison de la maturité. » On en a vu quelques-uns quand même. Hein. Oui, puis s'excuser auprès du public, de sa mère, de sa famille. C'est César. Voilà, c'est un peu excessif. Mais oui, il est rentré en plus du banc, donc il n'était pas vraiment excité par ce qui s'était passé avant, donc il était peut-être un peu en mission. On voit l'action, ouais. Ah, mais là, voilà, donc il y avait ça peut arriver sur un match de foot et... Ouais, le coup de boule, là, il est un peu... Il s'est trouvé un rôle au PSG, un petit peu de protecteur de Neymar. Depuis 5 ou 6 matchs, même pendant le Final 8, à chaque fois, il est à peu près... Donc il s'est trouvé l'aboyeur du PSG. Quoi. Il y avait un manque quand même de joueurs agressifs, normalement, dans le bon sens du terme. Non, mais par exemple, ce coup-là, nous, dans le vestiaire, c'était important. On se disait, s'il se passe quelque chose, il faut qu'on arrive tous, qu'on montre qu'on est capable de soutenir un coéquipier. Donc c'était important. Donc là, ça a un peu dégénéré. Mais parfois, quand tu te fais attaquer, agresser, et que tu te sens tout seul, tu vois personne arriver, tu te dis, mince, c'est quoi, on n'est pas une équipe. Quoi. Donc, mais bon, on aurait pu penser sur les réseaux que les supporters allaient dire bravo pour ce mea culpa. En fait, ils lui disent plutôt non, Leandro, reste comme tu es, ne change rien, continue comme ça. Et puis quoi encore, imaginez s'il devient une brebis sans grinta, ce n'est plus notre Paredes à nous. On nous dit, regardez ce qui s'est passé comme déclic dans son cerveau à Paredes. C'est comme Homer Simpson, il y a un truc qui s'est claqué, c'est pas possible que Paredes devienne un gentil garçon. Prochain match, en tout cas, sachez-le, il y aura un carton rouge pour Paredes. Généralement, quand on annonce qu'on va être tout gentil, on fait tout le contraire. Et d'autres vont encore plus loin et disent, de toute façon, Paredes, c'est Hannibal Junior, il va tous les bouffer au retour. Voilà, donc ne le croyez pas. Les supporters aiment ce côté un peu agressif, même s'il va au-delà de la limite de temps en temps. La réponse du jour. Oui, celle de Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, qui a un petit peu répondu à l'entrée Di Maria. Hier, on évoquait dans le footoir justement le coup de blues du Parisien, toujours absent de la liste pour représenter son pays depuis la Copa América 2019. Et bien, le sélectionneur lui a répondu, nous ne fermons la porte ni à lui, ni à personne. Au contraire, la sélection appartient à tout le monde. En ce moment, les choses sont ainsi et cela n'implique pas qu'à l'avenir, elles ne puissent pas être autrement. On connaît des sélectionneurs qui ont dit ça et les joueurs ne sont jamais revenus. Je pense qu'il a la même école que Didier Deschamps, non? C'était ma façon de voir les choses. C'est exactement les mêmes éléments de langage. Mais c'est vrai que Di Maria, ça peut surprendre parce qu'il est quand même... Il a déjà une énorme vie avec l'équipe argentine. Et je pense que là, c'est provisoire, il va revenir. Ah bon, vous avez une boule de cristal, vous savez... Non, mais là, vous avez sorti la DeLorean et vous avez vu... T'as vu l'équipe argentine, lui, il est tellement fort. Il y a un moment donné, il y a le droit, comme dans une carrière, d'avoir des moments un peu... Lui, je sais pas combien de sélections il a avec l'Argentine, il est là depuis des années et des années. Donc je pense que le talent fera qu'il va revenir. Je sais pas comment il va être plus fort que ce qu'il fait depuis 2 ans, là. C'est juste incroyable. Oui, c'est vrai qu'il est bon. Très, très bon. La comparaison du jour. Oui, c'est Thomas Meunier qui a évoqué des similitudes entre Jadon Sancho, son nouveau coéquipier au Borussia, et avec Kylian Mbappé, son ex-coéquipier au Paris Saint-Germain. Écoutez plutôt l'international belge.
Le problème avec Jadon, c'est qu'il est un peu sournois. Il veut toujours vous mettre un petit pont, vous dribbler. C'est un peu comme une humiliation. Il veut toujours que vous sachiez qu'il est meilleur que vous. Mbappé est un peu pareil, vous voyez. Ils sont un peu arrogants dans leur façon de jouer. Il n'y a pas 36 solutions pour défendre contre ça. Soit tu prends le ballon, soit tu prends l'homme. En disant qu'il est bien placé pour voir deux des plus grands talents de la planète foot actuelle. Qui sont peut-être les joueurs les plus chers du monde aujourd'hui. Oui, vous n'avez pas tort. Ce qui est rigolo avec Meunier, c'est même quand il veut faire un compliment, ça glisse comme une bavure. C'est-à-dire, sur les deux, quand même, sont arrogants. C'est vrai, je vois ce que veut dire Karim, c'est qu'il veut dire il veut les complimenter en disant ils sont un peu espiègles, et à la fin ça finit c'est des gros bourrins qui veulent m'humilier. C'est bon. Oui, mais arrogant dans le jeu, c'est positif. Oui, je vois ce que veut dire Karim. Dans le jeu, il faut d'arrogance. Je comprends mieux pourquoi il a peut-être eu des soucis avec les supporters par moment, mais en tout cas vous avez raison, Dominique, finissez sur le prix des deux jeunes joueurs. Ah, vous aviez fini? Alors attendez, on signale dans l'oreillette que c'était absolument excellent, Dominique. Vraiment, et on me dit la meilleure chute de l'histoire de l'équipe d'Estelle. Bravo Dom. Alors on va pouvoir enchaîner tranquillement, Julien, avec l'élimination du jour. Ah oui, c'est déjà fini pour le stade de Reims, sorti au troisième tour de qualification de la Ligue Europa au terme d'un match très décevant de la part des Rémois contre les Hongrois de Fehervar. 0-0 au bout du temps réglementaire. La décision s'est faite au tir au but. 4-1 pour les Hongrois. On voit là à l'image le raté de Boulaïdia. On va voir celui également de Younes Abdelhamid, le capitaine et défenseur de cette équipe rémoise, et qui sort d'ores et déjà de la compétition européenne, qui va pouvoir se concentrer sur la Ligue 1. C'est une énorme déception. Alors Dom, je vais vers vous, le Stade de Reims. Oui, alors là, votre club de cœur, votre club de jeunesse. Oui, alors là, vous avez été vice-président à l'époque déjà. Oui, là j'ai vraiment pleuré. Parce que non seulement c'était pas bon, mais ça a même été... C'est pire que ça, c'était nul, un spectacle. Ah non mais vraiment, mais c'est très triste pour le Stade de Reims. C'était beau d'être en Coupe d'Europe, c'est dommage que ça s'arrête comme ça. Et puis les frappeurs, les tirs au but, les deux premiers, c'est frappé par des amateurs, quoi. C'est terrible ça. Bon, mais en même temps, je me dis, bon, le Stade de Reims est éliminé, et finalement peut-être tant mieux. Parce que maintenant, il va falloir prendre des points en championnat. Et sur ce que j'ai vu hier soir, ça va être très compliqué. Ce début de saison s'annonce très compliqué pour les Rouges et Blancs. Et il va falloir qu'ils mettent vraiment toutes leurs énergies. Remonter comme Strasbourg l'an dernier après... Oui, mais ça s'annonce pas bien. Ils ont perdu des joueurs à l'intersaison. Voilà. Je suis un peu inquiet là pour tout. Mais c'est dommage, c'est un peu frustrant parce que tout le monde se faisait une joie de retrouver le Stade de Reims en termes de nom, ça colle bien avec la Coupe d'Europe. Ils sortent le Servette de Genève, là ça ne nous semble pas insurmontable, cette équipe hongroise. Bon bah voilà, c'est un peu un syndrome Ligue Europa d'équipe française, même si ça va un peu mieux. Et non, je ne vous lancerai pas là-dessus, Karim Nedjari, parce que vous allez me dire que les clubs français ne jouent jamais la Ligue Europa à fond. Non, je voulais dire que en fait, Reims, c'était un peu un accident qu'ils fassent cette Coupe d'Europe là cette année, le tour préliminaire, donc ils ont pris ça plutôt comme un cadeau. Et c'est vrai que leur priorité, c'est jouer la première partie de tableau de Ligue 1. Quoi. Moi, oui, mais si c'est pour la jouer, aller en Coupe d'Europe et se faire sortir les tours préliminaires, c'est dommage. Je suis moins déçu par Reims, vu la qualité de l'effectif, le budget et le potentiel des joueurs. Je n'attendais pas non plus qu'ils passent des tours et des tours en Ligue Europa. Le changement du jour. Oui, c'est José Mourinho qui a fait changer les buts, oui, avant le match, le troisième tour de préliminaire de Ligue Europa contre un club de Macédoine du Nord. Lors de la reconnaissance de la pelouse faite par Joe Hart, son gardien habituellement remplaçant, mais qui était titulaire hier, eh bien, il a fait remarquer aux Portugais que les buts n'étaient pas à la taille réglementaire, qu'ils étaient trop petits. Mourinho a donc interpellé le club local et a demandé à faire changer les buts. Tottenham s'est d'ailleurs imposé 3-1. On va voir les buts de cette partie avec l'ouverture du score d'Eric Lamela dès la 11e minute, après cette passe de Son, du Coréen Son. L'égalisation magnifique des Macédoniens du Nord, cette frappe pleine lucarne de Nafiou à la 55e, un partout donc à ce moment de la partie. Mais Tottenham va faire son petit chemin tranquillement avec Son qui va marquer suite à cette frappe de Lucas repoussée par le gardien. Son qu'on va retrouver à la passe décisive. Il va déposer ce centre pied gauche magnifique sur la tête d'Harry Kane. Victoire 3. Mourinho, donc maintenant même les buts. Le festival du jour. Un petit peu de Ligue anglaise, de League Cup anglaise. C'est Liverpool qui s'est imposé 7-2 face à une 3e division, Lincoln City. On va vous proposer les meilleurs buts de la rencontre avec l'ouverture du score magnifique de Shaqiri dès la 9e minute sur coup franc. On va vous montrer également deux doublés, ceux de Curtis Jones. C'est bien son nom. Là, c'est d'abord Takumi Minamino. Curtis Jones qu'on va retrouver. Regardez juste là l'enchaînement magnifique
de l'enfant du club, 19 ans, joueur 13 fin techniquement. On le retrouve encore là. Curtis Jones qui va ouvrir son pied légèrement dévié, mais encore marqué. Et Takumi Minamino, international japonais aussi. Très très bon joueur qu'il va falloir suivre cette saison du côté de Liverpool. Oui, c'était l'équipe B. Oui, mais il y a du talent à suivre. Là, il y a du talent à suivre. Et on termine avec la victoire du jour. On va rester avec la League Cup anglaise et parler de Manchester City qui s'est imposé 2-1 face à Bournemouth. À noter la première titularisation et le premier but de Liam Delap, l'attaquant de Manchester City. Regardez qui va ouvrir le score sur cette frappe puissante pied gauche suite à une passe de Phil Foden. C'était la première donc pour Liam Delap, Phil Foden qu'on va retrouver, qui va donner la victoire à Manchester City. Suivez bien, c'est Riyad Mahrez là qui va s'appuyer sur Foden. La frappe de Mahrez, repoussée par le poteau, mais Foden qui va marquer du pied droit, victoire 2-1 des Citizens. Bon, Julien, vous gardez encore un petit peu d'essence dans le réservoir, un peu de rap tout à l'heure, 19h20, le photo en mercato. C'est un petit point tablette, photo en mercato. Non, on ne fait pas un point tablette. Vous n'entrez pas dans mon jeu, vous me décevez énormément, Julien. Faites attention. C'est l'heure du best-of de la semaine de la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt. Vous avez parlé de l'affaire du crachat d'Angel Di Maria tout à l'heure. Tout le monde cherche à savoir si Di Maria a vraiment craché en direction d'Álvaro González, s'il l'a touché ou non. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais à la LFP, il y a une cellule crachat. Voilà, c'est des experts qui travaillent, qui ont étudié toutes les images. Ça a bossé et on a réussi à s'incruster dans la réunion. Bonjour à tous, nous sommes donc réunis ici pour déterminer si oui ou non monsieur Ángel Di Maria a craché sur monsieur Álvaro González. Sylvain Glavio, vos premières analyses. Je tiens à rassurer tout le monde, il ne s'agit pas d'un gros molar, hein, on est d'accord. On est plutôt sur une petite crache mesquine, hein, de style... Et une crache mesquine. On n'est pas sur le molar à la Barthez en 2005, on n'est pas sur du fond de gorge, on n'est pas sur du... Ouais, on n'est pas là-dessus, hein, vous voyez, ça je peux vous rassurer. On est sur de la petite... Pas de... Merci Sylvain. Le service trajectoire, est-ce que vous savez si le crachat a touché le joueur? Alors nous, d'après nos calculs, le crachat aurait perdu en puissance peu après son lancement en raison du manque de sucre dans la salive du joueur. Donc une salive moins lourde, voilà, qui s'est évaporée très vite, voilà, une salive qui est retombée comme ça, voilà, une trajectoire tombante comme ça, hein, parce qu'un crachat beaucoup plus lourd, voilà, serait allé directement dans le visage de l'adversaire. Au niveau de l'analyse des images, vous avez quelque chose? Oui, nous, après avoir regardé là sur 325 angles différents, sur plus de 58 caméras, on a zoomé plus de 2500 fois l'image. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien, nous sommes en mesure de vous annoncer qu'on ne sait pas, en fait. Vous n'avez pas bossé, en fait. Reste le secteur échantillon. Aux échantillons, vous avez récupéré quelque chose? Alors nous, on a réussi à récupérer des restes du crachat, hein, sur la pelouse. Et je peux vous dire que le petit Ángel Di Maria, il avait des aigreurs d'estomac l'autre soir. C'est tout ce qu'on peut confirmer. Des sentiments, non? Eh ben c'est bien, on n'a pas avancé du tout, hein, comme depuis 2 semaines de toute façon. Allez, bonsoir à tous. Estelle, vous le savez, il arrive souvent aux entraîneurs de péter un plomb sur le bord des terrains. En général, il frappe dans une gourde, dans un panneau publicitaire ou dans le banc de touche. Et dans le petit milieu des entraîneurs, tout le monde le sait, il ne faut au grand jamais, ne taper dans une cagette. Voilà. Pourquoi? Vous allez voir, apparemment, Tony Dacruz, lui, n'était pas au courant de la cagette. Il a eu un gros moment de solitude. Alexandre, alors, voilà, penalty raté. Et Tony, paf. Ah, non, puis ça dure longtemps. Hein. Allez, eh ben merde, je vais m'asseoir avec. Ah, la solitude, il est. Bah il fait quelque chose ou quoi là? Ah non, regardez. Bah, il essaye, mais... À la fin, il lâche l'affaire, il fait bon, allez hop, tant pis, hop, je me pose sur le banc, personne n'a rien vu. Salut les copains. Voilà, jamais les cagettes parce que le pied transperce. Mais bien sûr. Et tout le monde le sait, évidemment. Dominique nous a parlé du cousin de David Alaba, David Abala. Voilà. Mais vous allez voir, il n'est pas le seul à avoir écorché les noms. C'est comme une traînée de poudre après. On y va. Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, fais voir. Il a Abala. Alors c'est vrai qu'Abala pourrait aussi. Alaba, pardon. Alaba. Abala, il va être moins cher. Lui, il est beaucoup moins cher. C'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion. Lui, tu la vois. On a acheté Abala.
pour 500 000 balles. On a fait une affaire, les gars, c'est extraordinaire. C'est quoi C'est Alaba. On va revenir. Alaba, là, c'est son cousin. Et puis après la boulette Alaba, la boulette Herrera. Au PSG, ils oui. peuvent faire n'importe quoi. Oui. Ils ont acheté Paredes 50 millions. Combien ils ont acheté Herrera? Combien? Donnez-moi les... Zéro. Le pauvre d'homme. Ils peuvent faire n'importe quoi. Un jour, ils gagneront la Ligue des Champions. Un jour. Mais pas avec Abala. Attendez Ludo, ça arrive. Abala ou Alaba? Alaba. Il y a un nom en tout cas qui est ressorti. Alors le problème c'est que le syndrome Grimaud est éteint sur l'équipe du soir, déjà. Ludo Bragnac est avec nous, ancien non, c'est pas Ludo ça. Ah non, c'est de l'autre côté. Et puis évidemment, ça a déteint sur vous, Ludovico Bragnac, évidemment, avec Nagatomo. J'imagine que tu mets Nagamoto qui vient d'arriver et qui a 33 ans. Il défend pas. À un moment donné, il défend pas. Et que Nagamoto, Nagatomo. Dominique Grimaud sort de ce corps. Alaba, Bala, Nagamoto, Nagatomo. Oui, pardon. On a compris. Loin de moi l'idée de vouloir lui manquer de respect. Bah oui, et puis c'est Messaoud qui a craqué à la fin. Passé minuit, il faut dire que c'est un peu dur. Hein. Et l'arrivée d'un jeune attaquant de 19 ans. On a donc un nom à vous soumettre ce soir, un certain Marcos Paolo, plus on le proposait. Si c'est Marco Polo, là, il y a le conquête à venir. N'importe quoi l'émission. Prononcer un peu mieux. Marcos Paolo, né en février 2020. Il a 2001. C'est vraiment jeune. Il faut pas dire les supporters, il est très jeune. Alors il ne faut pas s'attendre à des exploits tout de suite. Allez, on se quitte avec un conseil. Merci de mettre des filets dans les cages de City Stade, s'il vous plaît. Ah oui. Chroniqueur au grand cœur, parce qu'on a entendu Vicage Dorasso nous dire « Oh, la pauvre dame, on retrouvera Pierre-Antoine Damecourt lundi en direct dans l'équipe d'Estelle, aux côtés d'Estelle Denis, bien évidemment. On revient au football pur et dur avec une déclaration qu'on a découverte dans le Parisien ce matin, le Parisien aujourd'hui en France, une déclaration de Omar Da Fonseca, célèbre consultant qui était passé nous rendre visite d'ailleurs dans l'équipe du soir dans la semaine. « Je ne comprends pas qu'une équipe du niveau du PSG ait opté pour un joueur aussi spécifiquement buteur. » Il parle de Mauro Icardi. C'est un joueur qui n'a pas de dribble, pas de jeu de tête, pas de couverture de balle, n'est pas puissant et ne va pas vite. Bon bah là il est rhabillé pour l'hiver, il est moyen partout. Alors on s'est interrogé, on s'est posé la question, vu son phalémique temps de jeu pendant le Final 8, vu ses déclarations, vu son rendement actuel, est-ce que Mauro Icardi est véritablement taillé pour le PSG? Bien sûr, pour Thibaut, bien sûr. Meilleur Comar pour Dominique. Je l'ai vu jouer, vous avez vu jouer. Très bon joueur. Vous vous expliquerez avec lui, ça va. Vous deux, vous allez prendre des textos. Oui, pour Vicage. Je crois en lui, dit Julien. Montez un petit peu plus votre ardoise. Merci, Karim. Le PSG n'est peut-être pas taillé pour lui, nous dit Karim. Et non pour Johan. Tiens, je vais commencer avec vous, Dom. Omar était un très Allez-y direct, voilà. Ça commence à faire le malin sur la tablette. Il a brillé notamment avec Tours et puis il est arrivé au PSG. Oui, alors attendez. Il n'a pas révolutionné l'histoire non plus. Non, mais c'est vrai, en consultant, il est merveilleux. Mais bon, le footballeur, il était tout à fait honorable. Et on le voit jouer avec le variété de temps en temps. Mais bon, Icardi, c'est une autre catégorie quand même. Quoi? Rien, je vous aime d'amour. Ah bon, vous avez une question à me poser? Oui, la question est-ce qu'il est taillé pour le PSG? Il me semble qu'elle est inscrite là, en bas, là, ici. Oui, évidemment. Parce que est-ce que vous trouvez, allez, je vais vous lancer un petit peu, parce que là, vous avez fait votre petite lagoune. Est-ce qu'il est complémentaire des autres? Est-ce qu'il est fait pour le PSG malgré ce qui se passe? Le problème, c'est que tu joues avec Neymar et Mbappé, c'est pas évident. C'est quand même mieux que de jouer avec moi et vous. Non, vous et moi, en l'occurrence. Ça, c'est une... oui. Seulement, il aura 100 fois plus de ballons. Ça, je vous confirme. Oui. Le problème avec Neymar et Mbappé, Cavani a payé pour le savoir, c'est que les ballons, ils viennent pas comme ça facilement. Ils la bouffent plutôt, la balle, et l'un et l'autre. Non, moi, je crois, franchement, qu'il est il a été hors du coup physiquement. Ça, on l'a vu. Pourquoi ça? Il faudrait lui poser la question, ou poser la question au staff, aux médecins du PSG. Moi, je persiste à croire que si Tourelle l'avait fait rentrer en finale, je ne dis pas que ça aurait changé fondamentalement les choses, mais je revois une occasion pour le PSG dans les dernières secondes face au Bayern, et je suis convaincu que si Icardi avait été à la place de Choupo-Moting, la fameuse frappe desquelles où le ballon peut arriver, il faut avancer un petit peu d'un mètre. Choupo se retient, je pense qu'Icardi peut égaliser sur le coup. Donc moi je crois que c'est pas perdu,
mais que ça sera toujours compliqué avec les deux autres. Vous évoquiez la Ligue des Champions, Dominique. Ça donne quoi en 2020, Icardi, Julien? La saison dernière, Icardi, il a commencé très très fort avec le Paris Saint-Germain lors de la phase de poule. Vous vous en souvenez tous. Sur les 6 matchs de poule, il a toujours été titulaire et il marque 5 fois. Arrivent les matchs sur la phase finale. Sa seule titularisation, c'est face à l'Atalanta. Alors oui, il y a eu la période de confinement, il était visiblement hors de forme, mais il sera resté face à Dortmund lors de la double confrontation et face à Leipzig et encore en finale de la Ligue des Champions. Aucune minute pour Mauro Icardi. Ce qui était curieux, Johan, c'était le sens du timing. C'est qu'il venait de le signer pour quand même plus de 50 millions d'euros. Il sortait d'une plutôt très belle saison statistique. On se rappelle que pendant ces 6 premiers mois, au PSG, marqué à chaque tir, c'était un but. C'est étonnant, ce revirement de situation, mais dont il est en partie responsable quand même. Totalement, et puis là surtout Tourelle, il voit les matchs, il voit les entraînements, et moi j'ai adoré ce joueur, j'ai vu un nombre incalculable de matchs quand il était en Italie avec l'Inter, c'était absolument, il était chirurgical, 3 fois plus de 20 buts en Serie A, mais là tout simplement à part 2-3 bons mois, et c'est un peu facile, tu arrives au PSG, les joueurs te connaissent pas trop. 6 mois, vous êtes un peu dur. Non, parce qu'à partir de son dernier bon match, j'ai regardé, c'est le 6 janvier, c'était en Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne, ça commence en août, soyez sympa avec moi, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça a duré quelques semaines, mais après, quand ça a compté, je m'excuse, t'imagines, Tourelle, t'as un 8e de finale contre Dortmund, il le laisse sur le banc à l'aller comme au retour. Et il met Cavani quand même qui revenait de la cave, il met Cavani titulaire au retour. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il lui redonne sa chance encore contre l'Atalanta de Bergame alors qu'il avait été totalement à la rue contre les 2 finales de coupe contre Lyon et Saint-Etienne. Et là contre Bergame, c'est encore une chance inespérée qu'il a de jouer et il n'est pas là. Il répond pas présent et tu peux passer éventuellement à côté. Mais là il est passé totalement à côté. Et après c'est la punition, il est sur le banc en demi, il est sur le banc en finale. Et il y a un moment donné quand ça fait autant de temps que tu es à l'envers, autant de matchs. Alors que tu as des grands joueurs à côté, est-ce que finalement le mariage fonctionne? Et est-ce que même c'est... C'est cher le divorce alors. Ouais, mais il y a un vrai problème. Et pourquoi finalement, alors que Cavani, au bout du compte, lui, à l'automne dernier, il était à la cave, il a réussi à se battre, il est revenu nulle part. Rien ne dit qu'il va pas rebondir là. C'est peut-être pas le bon terme en ce moment. Ouais, mais moi, là, il y a un moment, moi, je suis d'accord avec eux. Quand tu penses que dans le même rôle, dans la même façon de jouer, tu avais Trezeguet. Mais Trezeguet, c'est 100 fois au-dessus. Trezeguet en Italie, non mais dans un rôle vraiment de rôdeur, de finisseur, de pur finisseur. Trezeguet, il a fait 300 fois mieux. Vous parlez de l'Italie, vous avez vu ces matchs-là, vous étiez correspondant pour le journal d'équipe à ce moment-là en Italie. Mais ça donne quoi la fiche d'Icardi, notamment ces passages en Italie? C'était stratosphérique pratiquement pour Mauro Icardi à l'Inter. Oui, regardez, 219 matchs, 124 buts pour l'ex-capitaine de l'Inter, 2 fois meilleur buteur comme l'a évoqué Johan en 2015 et en 2018, meilleur joueur de Serie A en 2018. Et puis avec le Paris Saint-Germain, ça se passe d'un point de vue statistique plutôt pas mal pour Icardi, 36 matchs, 20 buts pour l'avant-centre argentin. Il n'y a pas longtemps, je vous envoie sur la question économique, mon cher KM Nedjari, parce que j'ai la chance de vous avoir ce soir. Il n'y a pas longtemps, on disait, mais le PSG, c'est 60 millions, je crois, avant que ça baisse à 50 millions et des bonus ou 55 millions. On se disait, mais ça serait un braquage, un attaquant de ce niveau mondial à ce tarif-là. Là, aujourd'hui, on en est à s'interroger. Ça va quand même extrêmement vite. Ça va vite, mais moi, je pense qu'il vaut toujours ce prix-là. Mais si tu le mets au Bayern avec à côté 2 ailiers qui lui donnent des ballons dans la surface de réparation, il les mettra au fond. Parce que Omar dit 2 choses. L'erreur de PSG d'avoir pris un avant-centre spécifiquement buteur. Mais en plus, Omar est argentin. Il aurait pu expliquer que l'avant-centre argentin, Carlos Bianchi, Onis, Trezeguet, c'est ça, c'est une action, on ne les voit pas. Quand ils la mettent au fond, ils font un super match. Quand ils la mettent pas au fond, on ne les voit pas et c'est 2. Donc c'est entre 2 et 8. Mais là, au PSG, le système de jeu, le PSG n'est pas taillé pour un avant-centre comme ça. Ils ont plus besoin aujourd'hui d'un avant-centre remiseur, d'un avant-centre dévoreur d'espace. Oui, mais on disait que Cavani n'était pas adapté pour jouer avec Mbappé et Neymar. Et avec les 2 joueurs, oui. Mais Icardi sert aussi à aller jouer tous les samedis, dimanches devant des défenses très à plat, avec 10 joueurs dans la surface de réparation. Quand il fallait marquer un but à Angers ou il fallait marquer un but à Lorient, il y aura un ballon qui traînera, il le mettra au fond. Vikash, quand vous aviez un attaquant comme ça, vous en avez connu, vous, dans votre carrière, des joueurs spécifiquement, allez, on va dire, attaquants de pointe, vraiment. Puis, vous avez joué avec Inzaghi ou pas? Ouais. Donc c'est un peu lui qui a joué avec moi, mais... Oui, c'est bien sûr. Alors écoutez, vous savez quoi? On va refaire la séquence. Pippo Inzaghi a eu la chance de jouer avec vous, Vikash de Rasso. Est-ce que c'était un joueur à qui on pouvait pardonner, par exemple, des matchs qui pas très bons parce qu'on savait qu'il était capable de marquer un but? Il est bon, hein? Il est bon. Non, mais Pippo, c'est l'excès, quoi. Il participe pas au jeu. Oui, mais est-ce que vous en vouliez? Comme disait Ferguson, il était né hors jeu, donc c'est carrément, c'est l'extrême. Non, mais j'ai eu de la chance de jouer avec Paoletta, Anderson, Caviglia, des joueurs qui voulaient aller marquer, qui se dirigeaient vers le but, qui appelaient vers le but, mais étaient capables
capable aussi de participer au jeu, de demander la balle. Moi, je pense que Icardi est quand même un peu plus capable par rapport à Trezeguet ou d'autres joueurs qui sont vraiment des planches. Lui, il peut participer, il peut remiser, même mettre des bons ballons et en plus finir. Donc évidemment, oui, il va falloir le servir, le chercher. C'est pas facile avec les deux autres. La complémentarité avec Mbappé et Neymar. Il l'a montré un peu à Nice. Il est capable, oui, carrément. Sur le but, la remise. Il fait une remise à un moment donné sur le deuxième but. Une fois. Mais il le montrait. Non, il est capable vraiment de participer au jeu. De se remettre la tête à l'endroit. Il faut vraiment en fait, quand on a un avançant comme lui, il faut penser à le jouer. Paredes est capable, par exemple. Il est capable de prendre le ballon, de tout de suite le chercher en profondeur. Et lui, il faut qu'il appelle la balle. Mais Vikash, il a quand même eu sa chance. On lui a donné sa chance dans des grands matchs. C'est pour ça qu'à un moment donné... Vous l'enterrez, vous. Non, mais j'ai un immense respect, mais il y a un moment donné... Le Final 8 qui est particulier, c'est comme la Coupe du Monde. À partir du moment où l'équipe elle gagne, tu peux ne plus changer. Puisqu'en fait l'équipe gagne, tu peux même toi, si tu es sur le banc, tu peux pas te plaindre puisque l'équipe gagne. C'est pas pareil que si ça avait été une Ligue des Champions normale. Oui, c'est spécifique. Il reviendra. Il reviendra à mon avis. Deux fois quand même. Tu te rends compte, tu as un 8e de finale décisif et finalement tu fais jouer Cavani au retour alors que tu as Icardi qui est sur le banc. Tu le fais même pas entrer d'ailleurs contre Leipzig, il y avait 3-0, mais en finale, c'est-à-dire que tu imagines, Tourelle ne fait même pas entrer Icardi en finale, c'est-à-dire que là il y a un vrai problème. C'est-à-dire que Tourelle ne fait même pas confiance. Peut-être Tourelle le voit à l'entraînement, alors on pourrait dire peut-être qu'il a des problèmes physiques. Mais est-ce que le fait que ce soit un espace-temps, lieu de temps qui soit spécifique, comme le disait Vikash, vraiment, là, c'est moi j'ai besoin de gagner maintenant et on verra l'année prochaine. Janvier, ils sont triplés contre Saint-Etienne, je t'assure. On va voir Tourelle comment il est capable de relancer Icardi et de le remettre dans la course. Ce qui est difficile aussi pour un avant-centre, c'est que si tu ne le fais pas jouer, il se met à douter. Je me souviens de Thierry Henry qui racontait, si tu rates une action, l'action suivante c'est 1/10 de plus où tu vas réfléchir. Et après, c'est 2 dixièmes de réflexion. Et là, maintenant, il en est peut-être à la seconde. Ouais, je ne suis pas sûr qu'Icardi soit sous pression, tu vois. Je ne pense pas. Par rapport. Non, mais par attendez, excusez-moi. Vous prenez votre recul de sénateur. Oui, c'est ça. Vous croisez les jambes. On est sur un fauteuil club et vous me dites j'ai pas l'impression qu'Icardi sente la pression. Alors maintenant, mon bon homme, vous allez m'expliquer. Je t'ai totalement oublié. Moi, je voudrais rebondir sur le thème pression pour faire un petit point Vanda parce que. Mauro Icardi, Dominique, ça va. Un point Vanda, regardez Dominique. Ça va vous intéresser, Dominique. On fait ça pour vous. Vanda, elle a 7 millions d'abonnés. Et Vanda, dernièrement, elle a posté des messages pour rassurer un petit peu la population. Oui, elle est très rassurante. Justement, elle explique qu'elle a emmené le fiston à l'entraînement au PSG, Costantino, qui va fêter ses 10 ans, qui peut être la valeur sûre pour le PSG dans quelques années. Non, mais trêve de blague. Vanda, en effet, elle attire l'attention sur les réseaux. Mais sur les réseaux, il y a beaucoup de gens pour le défendre, Icardi. En 2019 et 2020, ce n'est plus le même joueur. Mais pourquoi ? Certains disent que, regardez à l'image de cette action d'Mbappé où ils font tête baissée pour aller frapper au but, il fallait servir Icardi et qu'Icardi n'est vraiment pas mis en confiance, qu'il n'est pas aidé en ce moment par ses coéquipiers et que ça va revenir très vite une fois qu'ils rejoueront avec lui. Donc vraiment, il y a beaucoup de supporters qui estiment que c'est pas forcément totalement de sa faute et au contraire, pour le Final 8, ils mettent toute la faute sur Tourelle, qu'il a enterré selon eux un peu trop vite. Après, c'est vrai qu'on peut retenir l'hypothèse de Vikash, c'est vrai que ça ressemble à une Coupe du Monde, c'est-à-dire que l'équipe gagne, l'équipe poursuit, en fait, c'est aussi simple que ça. J'imagine ce que vous avez voulu dire. En Argentine, il n'a que 8 sélections à 27 ans. Alors qu'en Argentine, pareil, il y avait un boulevard pour des attaquants pour lui. Pas vous. Vous savez très bien pourquoi. Oui, il y avait des problèmes avec le sélectionneur, il y avait des problèmes. Oui, mais c'est des problèmes extra-sportifs. Mais le sélectionneur, il y a quand même eu quelques sélectionneurs depuis le début de sa carrière à Icardi. Et là, quand même, quand tu as 8 sélections, il est quand même dans le circuit depuis 10 ans, c'est qu'il y a un moment donné, quand même, si tu as envie que ton équipe gagne. Il n'est pas ami avec tout le monde dans la sélection argentine. D'après un truc qu'on vient de recevoir, c'est Messi le sélectionneur depuis le début. Oui, parce que là, il y a quand même. Oui, mais il y a un moment donné, quand même, tu vois, Messi, il veut quand même que sa sélection gagne. Il y a un moment donné. Oui, mais peut-être qu'il défendra ses potes. Ouais, mais sans Icardi, ils sont quand même en finale sans Icardi, ils sont quand même en finale plusieurs fois en finale de Coupe du Monde, ils sont allés en finale de la Copa América 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand même, Icardi, pareil, il est resté tellement longtemps à l'Inter, mais c'était l'Inter encore qui était un petit peu en deçà, qui n'était pas encore, disons, l'Inter qui, auparavant avec Mourinho, il était aussi à l'Inter dans un moment de transition, l'Inter qui revenait au sommet. Il a le meilleur joueur de Serie A en 2017. Si, 2018, c'était dans le tableau il y a 4 minutes, mais vous deviez faire votre micro-sieste. Donc peut-être que vous avez loupé. Peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez sur la digestion. Peut-être que ça s'est joué à pas grand-chose. Le Rotary Club. Non, mais c'est pas grave. Tant que vous êtes serein pour l'instant. Voilà. Une alerte, qu'est-ce qui se passe? On évoque le Paris Saint-Germain. Eh bien, Paris a officialisé l'arrivée d'Alexandre Letellier. On l'a évoqué dans le Football Mercato hier. Eh bien, il vient en qualité de 3e gardien, lui qui a été formé au club et qui a notamment évolué du côté d'Angers. Gardien de 29 ans, donc qui vient pour suppléer
à la fois Navas et Sergio Rico. J'allais dire, il ne jouera pas beaucoup a priori, mais on a des exemples au PSG où alors, on a vu Ronan Le Chrome plus que prévu à une certaine époque. Là, on avait vu Petit Boulka qui avait joué alors que c'était pas prévu. Bon, ils prennent quelqu'un qui connaît le club et qui connaît la Ligue 1. Et je crois aussi que c'est important pour la FIFA. Oui, et parce qu'il faut un gardien parce qu'il français. faut un gardien français et puis, et puis surtout il faut des joueurs formés au club. Vous avez Donc, complètement il raison. rentre là-dedans dans ce. Vous avez raison. Est-ce que vous voulez jouer, messieurs? Ah oui. Est-ce que, je pense que ce jeu-là, je le vérifie si je me souviens. Ce jeu-là, il est quand même très accessible. Voilà. Je pense que vous ne pouvez pas, devant la France du foot, échouer. On joue maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vous mets la pression, mais je pense que vous êtes largement au niveau. Vous ne pouvez pas échouer à ce jeu-là. Alors. Les 10 derniers, vous connaissez le principe, vous avez 10 cases, il faut remplir ces cases. Le but du jeu est simple, on parlait d'Icardi, argentin, on parlait du Paris Saint-Germain. Vous allez me retrouver les 10 derniers joueurs argentins passés au Paris Saint-Germain. Les 10 derniers, tout simplement. Je commence avec 10 derniers. Karim Nedjari. Les 10 derniers? Oui. Bon, bah, Di Maria. oui, Angel Di Maria. C'est bon, il est en 3e position. Yohan Ryu. Sorine. Juan Pablo Sorin, 9e, c'est bon. Il est invaincu, à noter que le Paris Saint-Germain de Vaida Lelodzic avec Alonso Jérôme, qu'on embrasse dans les buts, 2e du championnat. Vikash. Paredes. Oui, Leandro Paredes, qui est arrivé au club au mercato d'hiver en 2019. Bravo, ça nous fait 3 joueurs trouvés. Dominique Grimaud. Je remonte un peu le temps. Gabi Heinze. 8e position. Bien joué. Il est arrivé de 2001 à 2004 sous l'ère Fernandez. Oui, Fernandez. Exactement. Thibaut. Javier Pastore. Javier Pastore, effectivement. 5e position de notre classement. Je vous l'ai dit, c'est un sans faute. Ah, Julien Aliane. Ezekiel l'avait dit. Ezekiel l'avait dit, évidemment. Pocho 2012-2016 au Paris Saint-Germain, début de l'ère qatari. Je reviens vers vous, Karim Nedjari. Ah, ça se corse. Non, alors je vous assure que là, normalement, ça ne doit pas se corser. Surtout Pochettino. Mais. Bah non. Il n'y a pas Pochettino? J'ai pas Pochettino. Alors, Il n'y a pas Pochettino. je n'ai pas Pochettino. Mais il n'est pas dans les derniers, c'est pour ça. Pochettino, il est au même niveau que C'est Gabi Heinze. Ah bah, Et Sorin et Heinze, ouais. Heinze, Pochettino. C'est C'est la même année. Hein. Moi, je vais Ils jouent pas vous ensemble. cacher que j'ai pas revu. Enfin, nous avons une équipe. C'était avant. Attendez. Il est arrivé juste avant. Il est arrivé avant, il n'est pas dans le top 10. Arrêtez de contester. Non, Vous allez aller sur le banc. Oh, je rêve de vous mettre sur le banc, vous et votre savoir, mais pas encore tout de suite, j'ai besoin de vous pour le jeu. Johan. Je cale. Le premier Non, vous thème. pouvez pas caler. Non, mais les garçons. Actuellement, je suis sûr qu'il y a encore un autre. Bah oui, enfin, non, bah, ne dis rien, ne dites rien, Thibaut. Mais Johan. Bah oui, évidemment, c'est l'attaquant dont on vient de parler. Oui, bah donnez-moi son nom. Mais donnez, mais c'est une énorme blague. C'est marqué là. C'est marqué Icardi. Icardi. Je suis sauvé. Il en reste 2. Je suis sauvé. Je l'ai. Il en reste 2 là, c'est ça? Tirez par les cheveux avec vous. Hein. Correct. Bon, il nous en reste 4, 7, 10. 4, 7, 10. Je vous assure qu'ils sont pas... Alors, le 10 est un peu plus dur. On est dans l'air que vous avez évoqué avec tout le monde. Ouais. Il y en a un. Bon, bah, je pense qu'il est trouvable. Et l'autre, c'est entre les deux. Voilà. Je vous ai bien aidé. Allez, bonne chance. Ouais. Cache. Je donne des indices, là? Tout le monde veut jouer? Ouais. Bon. On va jouer avec le numéro 4. C'est un jeune garçon qui était très talentueux, qui a mis des beaux piquets sous la barre. Lo Celso, et qui a été revendu en Espagne, puis à Tottenham. Giovanni Lo Celso. La 7e position. C'est un garçon qui réussit une carrière d'entraîneur exceptionnelle en ce moment. Qui a joué pas très longtemps au PSG. Une saison de 2007 à 2008. Qui a joué dans un autre grand club français. Diego Simone. Non. Autre grand club français. C'est ça, mais là je l'ai pas. Qui joue à Monaco. Qui a joué à Monaco. Gallardo. Marcelo Gallardo. Et la 10e position, c'est un garçon qui a marqué un but. Cardetti. Martin Cardetti, il fait 45. On va vivre en direct depuis le Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy à Dijon cette rencontre entre Dijon et l'Asvel. On va y retourner dans quelques minutes pour monter en pression vers cet événement, le retour du basket en clair, la Jeep Elite. Et puis évidemment, le foot en mercato. A tout de suite. F1 sur la chaîne L'équipe de l'équipe d'Estelle de ce vendredi soir. Encore beaucoup de choses à voir avec vous et notamment du football. Et on va faire travailler Julien Aliane. Il est temps de voir si la tablette a vraiment chauffé, voire surchauffé. C'est l'heure du foot en mercato. Alors Julien, vous avez fait une promesse, ça bouge.
Exactement. Et on commence avec un accord, l'accord du jour. Et on va se connecter directement à la tablette pour évoquer le cas d'Oussem Aouar, qui serait tombé d'accord avec Arsenal, selon nos confrères de Téléfoot La Chaîne. Le Lyonnais, lui, privilégiait le Barça ou la Juve, mais pas d'offre concrète. Discussion à venir donc entre Lyon et les Gunners pour affiner le montant proposé. Alors vous vous souvenez, dans cette émission, il n'y a pas si longtemps, on demandait Jean-Michel Aulas bluffe-t-il sur les 3 joueurs vont rester. Bon, il y en a peut-être un. Il y a un hic important. Hein. Ah bon, dites-moi. C'est-à-dire qu'il va à Arsenal que si Arsenal a réussi à se séparer d'Ozil et ses 18 millions de salaire pour Ozil. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est une condition que les journaux anglais répètent depuis une semaine. Quoi. Il faut qu'Ozil s'en aille pour que les salaires passent. Mais déjà, c'est important comme l'accord entre Aouar et Arsenal. Je pense que tout le monde serait heureux parce qu'Arsenal quand même se relance bien. Pour Arsenal, ce serait très important. Pour le joueur, ce serait magnifique. Ça ferait quand même beaucoup d'argent pour Lyon. De toute façon, Lyon, il n'y a pas le choix. Il faut au moins 30 millions. Mais commence, comme tout à l'heure. Nous, on n'a pas le choix. Vendez, monsieur Aulas. Il y a un moment donné, il y a quand même des règlements en France. Il ne faut pas continuer à acheter. À un moment donné, il faut le 5 octobre, c'est très loin. Alors je me permets de revenir juste sur Aouar et Arsenal. Est-ce que vous êtes un peu déçu par cette destination? Ah, pas du tout. Ah non, c'est beau. Pas du tout. Je trouve que c'est juste le palier. Je sais pas. Mais le palier évident, naturel pour avoir. Arsenal, Arteta, ça joue bien. Totalement. Magnifique. Ah non, très bon choix. Ça a perdu un peu de sa superbe, hélas. Oui, non, mais c'est évidemment sur le papier Arsenal, c'est plus City. C'est pas City, mais ça reste quand même un club magnifique. Il y a un truc qui cloche quand même, parce que vu la Ligue des Champions qu'il a fait, il n'est pas reconnu, mais peut-être que c'est juste en fait. Peut-être qu'il a le niveau d'Arsenal pour l'instant, et il manque quelque chose pour aller dans un très grand club. C'est défensivement obligatoirement, puisque offensivement ce qu'il fait, courir, travailler. Peut-être être constant aussi. Mais ça vaut le coup de quitter Lyon pour Arsenal. Bah ça lui va bien, ça lui colle bien, c'est un beau maillot, un beau stade, une belle histoire. Il change de dimension de championnat. Mais je ne suis pas sûr qu'il change de dimension au niveau club. Je pense que s'il allait à la Juventus ou à City, ça lui demanderait de monter une marche en plus. Peut-être trop tôt. Hein, voilà, peut-être trop tôt. Après, s'il grandit avec Arsenal, le projet de jeu d'Arteta est très alléchant, ce qu'il est en train de faire. Mais c'est une équipe tellement instable, et le club est aussi instable depuis le départ de Arsène Wenger, que je ne sais pas si d'autres joueurs... Pépé a mis du temps à s'y mettre. Hein. Pour l'instant... En tout cas, ils ont un accord. On va voir ce qui se passera pour Ozil. On verra par la suite si les deux clubs, eux, arrivent à se mettre d'accord aussi, parce que c'est juste pour vous dire, très important. Sur les réseaux, vraiment, les supporters d'Arsenal l'attendent comme le Messi, celui qui fera franchir le cap. Ils l'attendent maintenant depuis des semaines, parce qu'on en parle un petit peu depuis des semaines. Ils lui ont mis des maillots, des photos de lui sur les réseaux, comme ici avec le maillot d'Arsenal. Il est déjà prêt. Ils ont déjà fait tous les visuels. Ils ont le flocage. Donc vraiment, ils n'attendent que ça. La tentative du jour. On va rester avec Lyon qui relance la piste Samuel Umtiti. C'est une information d'Hugo Delon, notre confrère de l'équipe. Rudy Garcia veut un défenseur central avec la vente de Marsal à Wolverhampton et puis peut-être le départ à venir d'Andersen. Eh bien, les dirigeants lyonnais ont sondé les représentants de Samuel Umtiti pour évoquer un retour. On parle d'un prêt pour le joueur du Barça. Parce que c'est vrai qu'on est inquiet, alors on l'a dit, on l'a répété de très nombreuses fois pour l'état de santé de Samuel Umtiti, pour ses genoux notamment. Dominique, est-ce que pour Umtiti, je vais être un petit peu trash, c'est un retour en arrière, c'est une régression? Oui, ça c'est sûr que c'est un retour en arrière, c'est pas évident. En même temps, il a besoin de se relancer, en vue de l'Euro, en vue de la Coupe du Monde, il a besoin de jouer. Dans quel état physique est-il? Moi, ce qui m'étonne, c'est le salaire. On ne peut parler que de prêt. Et que ils peuvent se partager le salaire? Ils peuvent se partager le salaire, parce que là, je ne sais pas, il n'est peut-être pas à la hauteur de Ozil, dont on parlait il y a quelques secondes, mais Umtiti, ça doit peser 500 000 à 600 000 € mensuels au Barça. Il peut y avoir un deal avec Depay, un échange. Alors peut-être un deal, effectivement, avec Depay. Un billard à 3 bancs. Mais il est très jeune encore. Tout ce qu'il a fait. Mais on est un peu inquiet pour l'état de ses jeux. S'il se relance, tant mieux. C'est pas possible de revenir à Lyon. Quand tu es parti de Lyon à Barcelone et de revenir à Lyon, te relancer, c'est très étrange. C'est le club de niveau européen qui vous accueille pour jouer. Je sais, mais c'est très étrange. Ouais. Et puis il a sacrifié quand même tellement de choses sur cette Coupe du Monde 2018, parce qu'en fait il était quand même, c'est quand même quelqu'un qui a joué quand même blessé pendant de nombreux mois, qui avait cet objectif, il a été champion du monde, et c'est vrai que maintenant même il paye la note. Hein. Il a joué quand même cette Coupe du Monde en étant bien atteint déjà, et franchement ce serait quand même une belle histoire, puisque de toute façon il faut qu'il joue, il faut qu'il se relance, donc si en plus c'est à Lyon, tant mieux. L'officialisation du jour. Bien, l'OM a officialisé l'arrivée du jeune attaquant brésilien Luis Enrique, 18 ans, en provenance de Botafogo. Pour un montant estimé à 12 millions d'euros, il devrait signer un contrat de 5 ans avec le club olympien et portera le numéro 11 dans la cité phocéenne.
Alors, c'est vrai qu'on avait parlé de cet attaquant qui arrivait. On imaginait une enveloppe plutôt de 6 millions d'euros. C'est ce qui circulait, Karim Nedjari. Là, il y avait aussi un côté trading. Il l'avait dit d'ailleurs qu'il voulait faire du trading. En tout cas, acheter des jeunes joueurs pour les revendre plus cher. Hein, je traduis. Ça peut sembler être le cas avec ce jeune garçon, mais 18 ans, c'est un risque. Moi, je comprends l'histoire du trading, de dire qu'on vendra dans 3 ou 4 ans. Mais je pense qu'il y a quand même une priorité et un présent qui s'impose. Et si on a 10 millions d'euros, j'irai acheter tout de suite un attaquant. Un attaquant qui va pouvoir être tout de suite buteur, qui va pouvoir jouer dès maintenant. Bon, il joue devant. Là, c'est un pari, un pari à 10 millions de francs. Non, mais il joue devant. C'est pas un buteur. Et on sait très bien que les Brésiliens, lorsqu'ils arrivent, en moyenne, ils mettent 6-7 mois à découvrir la France, la manière de jouer. Là, la France, en ce moment, c'est une bonne chance. Oui, donc je pense que s'il y avait 10 millions à mettre sur la table, autant prendre un joueur qui peut se marquer tout de suite, qui apporte des points au club, quoi. Ça vous choque ? C'est surprenant, oui, puisque le grand attaquant, ils prennent un inconnu, un jeune joueur. Oui. Et en même temps, j'ai lu l'entraîneur qui a dit que c'était un mec qui était capable de jouer neuf. Donc il a a priori envie de le faire jouer neuf. 12 millions, il y en a un autour de ce plateau qui trouve ça cher. Ah oui, surtout c'est que vraiment c'est extrêmement peu de matchs en pro. Avec Botafogo, donc c'est forcément un pari, mais comme franchement je trouve que il y a la Ligue des Champions qui est là, c'est comme l'an passé Lyon qui avait pris Jean-Lucas aussi, même un peu plus âgé. Jean-Lucas, on voit encore qu'il faudra du temps pour arriver à maturité. Oui. Je trouve que c'est vraiment, on tente des paris en pensant peut-être que dans un an il vaudra le double. Moi je trouve que c'est très très étonnant qu'en matière de fonctionner. L'envie du jour. Selon nos confrères du Parisien, eh bien le club de la capitale aimerait prolonger André Di Maria, qui a un contrat qui se termine à la fin de la saison. Paris aimerait lui proposer 2 ou 3 saisons supplémentaires, mais Di Maria, lui, n'exclut pas un retour au pays. Tout le monde est d'accord, il faut prolonger André Di Maria malgré... et c'est tout l'enjeu aussi de Leonardo qui a d'énormes enjeux et défis. Hein. Parce que si Di Maria part libre, si Mbappé ne veut pas prolonger et Neymar ne veut toujours pas prolonger, on va se retrouver quand même dans la même situation qui s'est passée là, notamment avec Thiago Silva. Donc c'est vraiment un enjeu important parce qu'aujourd'hui, c'est les joueurs qui ont les cartes en main, quoi. Sportivement, il faut le garder, pas de débat, Di Maria. Oui, il faut le garder, le prolonger. 32 ans, mais ça, c'est pas très grave. Il est toujours aussi bon, il court toujours autant, il fait toujours autant de passes, donc il est toujours aussi important. Donc, oui, il y a juste des tout petits doutes de la part des supporters. Alors beaucoup d'amour pour Di Maria, qui est peut-être le meilleur joueur du PSG depuis maintenant 1, 2, 3 saisons. Mais il y a quand même certains qui se disent qu'il a 32 ans, si on le prolonge 3-4 ans, il va peut-être ressembler au Di Maria de Carglass. Oui. Donc attention, quand on vieillit quand même, de ne pas trop lui mettre un salaire trop élevé qui pose problème au club derrière. C'est plutôt amusant cette histoire-là. Une alerte. Oui, on parle du Paris Saint-Germain. Oui. On va se pencher sur un cas qui est épineux, le cas du milieu défensif au Paris Saint-Germain. Oui. Si les négociations avec Timo Bakayoko n'aboutissent pas, un autre joueur serait pisté par le PSG, c'est Sohailo Meïté, qui joue au Torino et qui était passé par la Ligue 1 du côté de Monaco en 2018. C'était un bref passage pour le milieu défensif français, qui a fait ses classes depuis du côté de Turin avec le Taureau. On parle d'un prêt avec option d'achat estimée à 25 millions d'euros. On n'est pas sur un joueur confirmé, sans doute beaucoup de talent. Et là, je vois encore que c'est encore les réseaux italiens de Leonardo, toujours. Non, mais c'est vrai. Hein. Là, ses agents, il a ses clubs. Donc, ça a quand même très bien fonctionné, mais il insiste. Il y a un petit côté pari, parce que Florenzi, sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça semble fonctionner. Il faut voir après sur la durée, mais vous avez raison, il y a un marché qui lui plaît. Mais la question, c'est pourquoi il n'arrive pas à trouver un joueur. Fameux 6. Je veux dire, il en faut un seul. Hein. Ouais. Et ça changerait cette équipe. La rumeur du jour. On va rester avec le PSG. Selon la presse russe, eh bien, le Zénith Saint-Pétersbourg s'intéresse beaucoup à Julian Draxler, qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Le club russe aurait même rencontré les représentants de l'international allemand. Reste à savoir si lui est intéressé par le challenge russe. Draxler, c'est un dossier épineux, enfin presque central en cette fin de mercato. Oui, je crois qu'il y a 3 joueurs qui ont officiellement un bon de sortie au PSG, Draxler, Kerrer et Gay. Vous mettez Kerrer dans les 30 bons de sortie Oui, je crois savoir. Donc... Vous croyez, mais c'est-à-dire que... Alors, attendez, Dominique, excusez-moi, cette émission est en direct. Cette émission va être diffusée sur les réseaux sociaux. Cette émission va être rediffusée. Là, vous me regardez dans les yeux
Et vous me sortez un truc que je n'ai entendu nulle part. Mais j'ai sorti aussi Ben Arfa à Bordeaux il y a 15 jours. Non, tu l'avais pas dit Bordeaux. Tu l'avais pas dit. Non, vous n'aviez pas dit Bordeaux. La boule de vis, il avait dit Estelle la m'avait Garonne. sorti. Non, Bien sûr vous m'avez que envoyé si. une énorme saucisse là, soyez honnête. Non, je te jure. Non, je te jure, les trois bénéficient d'un bon de sortie. Moi sur Kerrer, à Donc, 38 Draxler. millions, je suis pas sûr quand même. Kerrer, Mais je vous crois. égaye, je vais te dire. Bon, Mais vous êtes pour venir absolument à- merveilleux. pour venir à En Draxler, 10 secondes parce qu'on part au basket. 10 secondes. Draxler n'a pas envie de partir, il a un salaire confortable, il adore la ville de Paris. C'est vrai qu'il a Mais il joue pas. Il joue pas. Vous le savez, les garçons, non, l'événement c'est pas Julien Draxler. L'événement c'est quoi? C'est le retour du basket en clair, la Jeep Elite, sur la chaîne L'équipe ce soir 20h45 du côté de Dijon au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy pour ce choc. Mais c'est Aude Benter qui vous l'a dit tout à l'heure entre Dijon et Lasvel. Et nous retrouvons Benoît Cosset qui est avec nous en direct avec le coach Villeurbanne. TJ Parker est avec nous. Benoît, vous changez de ballon mais vous avez la même passion. Hein. Ouais, et ils sont toujours aussi sympas, hein, que ce soit au rugby ou au basket, voilà, ils sont aussi disponibles et plutôt sympathiques. TJ Parker avec nous, l'entraîneur donc de l'Asvel très attendu. Alors je rappelle, vous êtes également le frère de Tony Parker, le président de l'Asvel. Je vais pas être très original, mais comment on gère d'être entraîneur et frère de président? Comment ça se passe? Bah, c'est facile, hein, on fait la part des choses. Hein. C'est Tony côté famille et Tony au boulot. C'est-à-dire qu'il vous engueule jamais en tant que frère, mais par contre il peut vous engueuler en tant que président. Il est dur des deux côtés. Des deux côtés, c'est la même. Un mot sur la déclaration de votre adversaire, qui est Laurent Leniam, l'entraîneur de Dijon, qui a dit « Vous avez entre les mains le plus bel effectif qu'on ait jamais vu depuis 20-25 ans dans un championnat en France. » Est-ce que vous êtes d'accord déjà? Est-ce que ça vous rajoute une pression supplémentaire? Sur les 2-3 dernières années, c'est ce qu'on dit à chaque fois, le plus bel effectif, bien sûr. Après, l'effectif sur papier ne fait pas ce qu'est le terrain. Là, on va voir, on commence ce soir à Dijon, qui est une très belle équipe aussi. Et il faut respecter tout le monde. La Jeep Elite, c'est un très bon championnat. L'équipe a été construite pour gagner le titre, mais aussi pour être compétitif en Euroleague. C'est le début de la Jeep Elite sur la chaîne L'équipe. On va s'attendre à quoi ce soir? Ça va être un vrai show, du vrai spectacle. On est là pour gagner. La gagner avant tout alors. C'est ça. Parole de coach. Voilà, Greg, vous l'avez compris. C'est le début de la saison. Tout le monde est très concentré, très concerné. Nous, on attend évidemment un gros match entre eux. On rappelle deux équipes qui étaient en tête du championnat quand ça s'est arrêté la saison dernière. Donc il y a un petit parfum de revanche également avec la Leaders Cup de la saison dernière. Allez, à tout à l'heure, 20h45. Merci à TJ Parker d'avoir été notre invité. À tout à l'heure, Benoît, le match que vous commenterez avec Christophe Denis, notre consultant. On revient au foot et au foot en mercato avec le joli coup du jour. Ouais, l'international portugais espoir du Benfica, Florentino Luis, rejoint Monaco sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros sans option d'achat, salaire entièrement à la charge de l'ASM. Formé au Benfica, c'est un milieu de terrain défensif qui a été choisi pour sa qualité de récupérateur et très bon relanceur. La surenchère du jour. Selon l'équipe, West Ham a fait une nouvelle offre de 35 millions d'euros pour recruter Wesley Fofana. On rappelle que Leicester a offert 32 millions d'euros pour le défenseur central des Verts de 19 ans qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec Saint-Etienne. Leicester, c'était la priorité de Wesley Fofana. Maintenant, Leicester va falloir s'aligner sur la proposition de West Ham s'ils veulent empocher la mise. Ah, pour le joueur, en tout cas, c'est quand même beaucoup mieux Leicester. Leicester, beaucoup pensent que c'est seulement la saison 2015-2016, mais ils sont incroyables depuis encore. Alors, ils ont juste échoué pour la Ligue des Champions vraiment dans les dernières semaines de la Première Ligue, mais c'est quand même un club, une super ambiance, un super stade. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir aller à Leicester. Alors attendez, c'est un événement ce soir puisqu'on a retrouvé Karine Galli, mesdames, messieurs. On attendait Karine Galli et Karine Galli est avec nous. Regardez, vous la voyez en duplex. Karine, bonsoir. Vous êtes pour le match de ce soir du côté de Lille. On a parlé de cette prolongation de Christophe Galtier. Tout à l'heure, on l'a évoqué, on vous attendait. Cette prolongation, j'ai envie de dire, un peu surprise, ce match chez Saint-Etienne. Il ne semblait même pas au courant, l'entraîneur lillois. Qu'est-ce qu'il faut pouvoir nous dire ce soir sur cette prolongation et sur ce match, Karine ? Je suis contente que vous m'ayez attendu, mon cher Greg. Oui, effectivement, si vous avez lu le papier de Joël Domenighetti aujourd'hui dans le journal L'Équipe, on apprenait en fait que grâce à la qualification européenne de Lille cette saison, on rappelle que Lille jouera la Ligue Europa, eh bien le contrat de Christophe Galtier était automatiquement prolongé d'une saison. C'est-à-dire qu'il est sous contrat jusqu'en 2022 et c'est une clause qu'il ignorait. Voilà ce que Joël Domenighetti nous annonçait. Et on rappelle évidemment que le bilan de Christophe Galtier est très bon depuis qu'il est arrivé. Décembre 2017,
2017, il a pris la suite de Marcelo Bielsa. Saison compliquée, mais il a permis au club de se maintenir en Ligue 1. Après, il y a eu la belle 2e place et puis il y a eu la 4e place l'an dernier, alors que le championnat était arrêté à la 28e journée. Et on évoque également le mercato, parce que Christophe Galtier, depuis qu'il arrive à Lille, il connaît le projet, c'est-à-dire qu'on fait du trading joueur et pour le coup, dans les médias, il ne s'en est jamais plaint, alors que chaque saison, il perd ses meilleurs éléments. On rappelle que cet été, il a encore perdu 2 éléments, Osimhen évidemment, mais aussi Gabriel, et qu'il attend encore certaines pertes d'ici la fin du mercato. Donc voilà, Christophe Galtier doit continuellement reconstruire, mais pour l'instant, il y arrive très bien. Lille, qui est invaincu en Ligue 1, c'est le cas avec l'équipe de Saint-Etienne et l'équipe de Rennes. Merci Karine, on vous retrouvera tout à l'heure dans l'équipe du soir. J'ai dit Lille-Saint-Etienne en pensant à Fofana dans le tour mercato. C'est évidemment Lille-Nantes ce soir. La discussion du jour. Oui, selon nos confrères d'RMC Sport, eh bien, des négociations ont lieu entre l'AC Milan et Tottenham en vue d'un transfert de qui? Eh bien, de Serge Aurier, le latéral de 27 ans, qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec Tottenham. Eh bien, resté sur le banc lors des 2 premières journées de Première Ligue. Il a joué hier en tour de qualificatif de Ligue Europa. Mais visiblement, un transfert pourrait avoir lieu pour Serge Aurier. Votre club, Vicage Dorasso? Au Milan, qui n'est plus le grand Milan d'avant, qui est en qualification vous avez la chance de Ligue de vous avoir. Europa. Bah oui, nous on jouait pour gagner la Ligue des Champions, quoi. C'était un autre Milan. Mais Serge Aurier, moi, c'était un joueur que j'aimais beaucoup. Et malheureusement, bon, il a eu une sortie malheureuse au Paris Saint-Germain, mais c'était l'arrière droit du Paris Saint-Germain, normalement. Le titulaire, avec lui, ça aurait pu changer. L'insatiable du jour. Oui, Chelsea songerait à prêter Kepa, le gardien espagnol, recruté pour 80 millions d'euros en 2018. On vous l'a appris hier, Edouard Mendy, l'ancien gardien du Stade Rennais, est donc arrivé à Chelsea, ce qui pousserait Kepa sur le départ. On parle d'un retour en Liga pour le gardien espagnol de 25 ans. Un prêt est envisagé. Et puis les Blues, qui ont déjà dépensé 250 millions d'euros, eh bien, pourraient en dépenser encore 50, selon la Gazzetta dello Sport, puisqu'ils s'intéresseraient au défenseur de l'Inter Milan, Milan Skriniar, qui était un temps évoqué du côté du Paris Saint-Germain. Ouais. Mais l'Inter songerait à demander d'inclure dans la balance un certain N'Golo Kanté, adoré par Antonio Conte. Ça va être intéressant à suivre cette histoire-là. Ça peut s'enflammer dans cette fin de mercato. Et on termine non pas avec vous, Julien, mais avec Thibaut. Oui. Je vais vous lancer pareil, Thibaut. Regardez, je vais le faire face caméra. Merci beaucoup. Le clash du jour. Alexis Bossetti, Dimitri Payet. D'où ça sort? Alexis Bossetti qui joue désormais au Puy-en-Velay, en Auvergne. L'ancien niçois, lavallois, qui a dégoupillé sur le chambrage Payet-Neymar. Vous savez, l'histoire de PSG-OM. Il vient de le dire, ça ne m'a pas fait rire. Neymar a tout gagné, Payet, rien du tout. C'est comme si moi, je chambrais Payet. On est sur 2 catégories de joueurs différentes. Demain, s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin. Voilà, c'est un peu violent, c'est osé. Et là, il y a moins d'un quart d'heure, Dimitri Payet vient de tweeter. Et ensuite, je t'achèterai toi, Alexis Bossetti, pour te mettre devant chez moi parce que malheureusement, tu n'as pas le niveau pour être dans mon jardin. Bim, il lui a répondu. Sauf que Alexis Bossetti est très connecté et il vient de lui répondre il y a moins de 10 minutes. Tu parles de mon jardin et il lui montre le résultat de Nice-Marseille de l'époque. Voilà, on est dans la cour d'école, mais ça nous fait sourire. Dominique, arrêtez de faire votre faux indigné, ça ne vous va pas. Vous voyez ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez, on finit sur un truc, j'allais dire un peu frais. Voilà. Bon, c'est pas dingue, mais c'est plutôt allez. Ça vient de tomber. C'est bon esprit, sauf pour Dominique Grimaud. Vous n'oubliez pas, dans un instant, la première partie de l'équipe du soir, Mémé et tous ses chroniqueurs, évidemment. Ce soir, le retour de la Jeep Elite, le basket en clair, 20h45, prise d'antenne. Messelou Benterki, Christophe Denis, Benoît Cossé, vous avez ce match entre Dijon et Lasvel. Merci à tous les 6 d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi l'équipe d'Estelle. Rendez-vous lundi soir pour un nouveau numéro de l'équipe d'Estelle sur la chaîne L'équipe. Salut, bon week-end de foot.